Aujourd'hui, on est en bonne compagnie. Comme le titre l'indique, pas son nom, parce qu'on n'est pas au bord de l'âtre, mais avec Capucine. Et ça ne sent pas trop la cendre, ou encore peut-être celle du vieux monde. On va parler de ton roman Capucine, Un monde plus sale que moi. À chaque fois, je vais rajouter beaucoup, tu vois, histoire qu'il y ait un peu d'intensité. Mais j'aime bien. Il faut dire que le livre est intense. Le livre est intense. Non, mais c'est vrai que finalement, mais vraiment, blague débile de l'âtre, la flamme, l'intensité. On y va? Mais j'adore l'onomastique tiré par les cheveux. J'adore trouver du sens, là, il n'y a absolument rien à chercher. C'est ma passion, donc oui, absolument, allons-y. Eh ben, c'est notre intro. Moi, j'avais eu droit à Capucine de Lattre, femme de lettres. Voilà, également, avec une espèce de prédiction dans mon nom. Donc je prends de Lattre également. Oui, c'est pas mal. Ah non, moi je suis très domestique. Hein. On prend. Je suis vraiment ravie que tu sois là. On y va, hein? Eh ben on y va. On y va. Je suis vraiment ravie d'être ici. C'est vraiment un grand plaisir. Tu es en train de faire la rentrée littéraire, d'une certaine façon. Absolument. Et peut-être finalement d'évacuer le fameux monde, le vieux monde. Mentionné dans le titre. Voilà, on va peut-être le montrer quand même. C'est vrai. Ouais. Alors, Un monde plus sale que moi, c'est ton deuxième roman, mais c'est le premier qui compte vraiment m'atuer, c'est autant. Oui, on pourra en parler, mais oui. À mes yeux. Ah. Je ne renie rien, mais disons que je place plus d'importance et de prix sur celui-ci. Ben on va quand même mettre le... Alors, tu es une femme complète parce que tu es très connue sur Twitter, mais sous pseudo. Oui, exactement. Charlie Médusa sur Twitter. Voilà, bon, je mettrai ça. Charlie est mon prénom d'usage, mais j'ai gardé Capucine. Enfin, c'est compliqué, on va pas rentrer là-dedans. Du coup, Capucine, c'est très bien pour la vidéo. De toute façon, on parle du livre, et donc c'est Capucine qui est sur la couverture. Tu as aussi après des Twitter avec ton nom d'autrice, tout ça, je vais le glisser dans la description, bien sûr. Le livre est sorti chez un éditeur que je connaissais pas trop, La Ville Brûle, et je trouve que c'est déjà intéressant parce que tu me disais que c'était... En fait, ils font peu de romans. Ouais. Ils font peu de romans, et c'était un choix conscient de ma part comme de la leur, de s'engager ensemble là-dessus, en sachant qu'il y avait peu de précédents chez eux, et qu'il y avait quelque chose à créer aussi, ce qui m'intéressait beaucoup, ce qui créait beaucoup de liberté, quelque part. Parce qu'il n'y avait pas une ligne éditoriale déjà présente et tout ça. En fait, il y avait l'ADN de La Ville Brûle qui est très fort et très présent, et le livre, il s'entre parfaitement dedans. Mais effectivement, il n'y avait pas du tout d'historique chargé de romans auxquels il allait falloir se ressembler ou s'en distinguer ou au contraire en diverger. Mais comme tu peux avoir quand tu vas aux éditions Minuit, chez POL, enfin dans des grandes maisons. Et après, il y a aussi d'autres grandes maisons qui ont peut-être moins de lignes aussi directes, mais qui finalement sont très contraignantes aussi. Oui, bah oui. Ouais. Et ça, pour le coup, je pourrais chanter les louanges de ma maison d'édition pendant très longtemps, mais ça a été une liberté et un apaisement et un accompagnement assez inestimable. Donc ouais. Alors moi, je voudrais quand même déjà parler de la couverture. La couverture est magnifique. Parce que ça... Elle est incroyable. Et attends, vas-y, 15 secondes, ça sera la miniature. Tu as la fait marde, elle en a profité. Non, mais c'est vraiment ça qu'il nous faut en miniature. J'ai aucun mal à dire que la couverture est très belle, parce que c'est pas moi qui l'ai faite, donc je peux la complimenter. D'ailleurs, c'est marqué où qui l'a faite? C'est marqué à la fin sur l'achevé d'imprimé. C'est Anna Vanda Goguzé. Je ne sais pas prononcer ton nom, je suis désolée Anna. Voilà, c'est sur l'achevé d'imprimé. Puis il y a également, moi j'aime beaucoup, c'est pas toujours le cas dans l'édition, mais les éditrices sont mentionnées dans l'achevé d'imprimé. Oui, parce que les livres ne sont pas faits que par les autoristes, c'est important à dire. Donc voilà, Anna, qui d'ailleurs publie aussi chez La Ville Brûle, plus des albums, etc. Et qui est extrêmement douée, qui tatoue aussi, enfin elle m'a fait génial, bref, bravo à elle. Et est-ce que tu veux en dire un mot de cette couverture? Parce que je sais qu'elle a beaucoup de succès, je la trouve très belle aussi, et je trouve qu'elle colle complètement avec le bouquin, et que ça peut permettre de vraiment entrer doucement dans un livre. Absolument. On va le dire tout de suite, qui est quand même difficile, qui va parler de violences, notamment sexuelles. Donc ça, si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, soit vous y allez par petits morceaux, soit vous revenez plus tard. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si c'était un livre qu'il était possible de mettre entre les mains de personnes jeunes. Moi j'ai dit pas avant le lycée, et encore grand lycéen. Voilà. Et moi je dirais pas seul, surtout parce qu'après non, faut être accompagné, je pense. Je pense que c'est un livre qui serait pas forcément traumatisant, mais qui serait pas compris. J'ai eu des lectrices de 16-17 ans qui m'ont écrit, et alors c'était des gens qui malheureusement avaient déjà connu des violences. Donc c'était pas... On va dire que c'était pas une nouveauté. Mais effectivement, après, on pourra en reparler, mais j'ai aussi pensé ce livre pas comme un outil de prévention, mais en fait un peu. Donc je pense que c'est aussi lisible par des gens qui n'ont pas vécu ce qui est décrit dans le livre, mais effectivement ça ne reste pas moins, je pense, une expérience intense, pour ne pas dire difficile. Mais moi je dirais que quand même pour avoir lu des textes féministes avant qu'on parle de féminisme, alors je parle des années
Peut-être fin 90 et déjà des années 2000, parce que je suis beaucoup plus vieille. On sort la momie du sarcophage. Mais alors, c'est le moment où on dit que je suis née en 2000, en général, ça suscite beaucoup de réactions, voilà, ça n'a pas raté. Et non, mais là, c'est encore ma voisine là qui me sort des saloperies par message, elle va se reconnaître si elle m'écoute. Donc là, c'est ma vie privée que j'étale. Mais. Fait donc. On parlait de la couverture. Voilà, mais il y a ce truc, voilà, non, mais sur les violences, des choses qui peuvent dénoncer les violences peuvent ne pas être comprises. Oui, absolument. À certains stades, absolument. Etc. Donc sur la couverture, bien, on va quand même la décrire, ça représente un visage coupé en deux. Absolument. Un visage de femme. La couverture, c'est toujours un enjeu, c'est différent selon les maisons, etc., mais c'est très rarement l'auteur qui la fabrique lui-même, sauf si l'autrice est illustratrice, évidemment, ou s'il y a des documents qui peuvent être fournis par lui ou elle qui complètent l'histoire, etc. En général, ça va être confié à un designer ou un illustrateur ou une illustratrice qui va lire le roman, plus ou moins, et qui va proposer quelque chose. Ensuite, on soumet ça à l'auteur. Si les relations sont bonnes, on peut beaucoup discuter, dire non, on peut faire une autre proposition, sinon parfois ça va être un peu plus compliqué. Ça dépend aussi des maisons. Ça dépend de tout. Ouais. Moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance d'avoir une lecture hyper sensible, hyper juste d'Anna, qui tout de suite a proposé ça. Et c'est toujours un sacré sentiment quand, en tant qu'auteur, tu ouvres le document PDF et tu découvres la couverture, tu peux pas imaginer quoi. Tu peux pas imaginer. Et même si chez Divergent, chez Champion, je savais à quoi ressemblaient les couvertures de Champion, mais voir ton nom, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ouais. Et chez Divergent, j'ai découvert la couleur. Bah oui, c'est ça. Même si c'est que la couleur, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. C'est une émotion qui est indescriptible. C'est ça. Et en fait, quand j'ai vu cette couverture-là, j'étais là, oui, absolument, bien sûr, tout de suite. Et c'est un dessin qui a été fait pour ton livre ? Pour mon livre, absolument. Tout, ils sont bien en train de ça récupérer d'ailleurs, qui marchait. D'ailleurs, il y a même des gens qui m'ont écrit en me disant est-ce que c'est un dessin de toi ? Alors non, ce n'est pas un dessin de moi, mais en tout cas, c'est un. Et ce n'est pas non plus un dessin qui te représente parce que pour le coup, au niveau des cheveux, c'est plutôt ma coupe que la tienne. Absolument, voilà, ça on peut le dire. Encore, moi, il y a également une absence de lunettes qui est très remarquable. Voilà. Moi, c'est parce que je mets pas les lunettes, donc c'est pas moi non plus. Mais oui, en tout cas, je trouve que c'était. Déjà, j'étais très contente que ce soit une couverture avec une illustration et pas juste une couverture blanche à la Gallimard. Beige, à la Gallimard. J'aime beaucoup qu'il y ait cette proposition visuelle hyper forte dès le début, qui mine de rien. Enfin, on fait un truc, tu vois, un visage coupé en deux, tu te dis ah oui, d'accord, donc ici on taillade des gens. Voilà, je trouve que c'est aussi une bonne entrée en matière. Et puis le rouge, évidemment, je trouve qu'elle raconte beaucoup et je l'aime énormément. Ouais. Alors, elle raconte beaucoup, c'est juste, c'est très juste. Je suis écrivaine, voilà, je dis les choses finalement. Tu es écrivaine et en plus tu travailles. Et je travaille dans l'édition aussi, je suis éditrice. Donc t'as vraiment toutes les facettes, j'ai un petit peu la double casquette, on peut le dire. Non mais mine de rien, c'est très intéressant pour moi, à la fois dans mes relations avec mes auteurs et mes autrices, et aussi dans mes décisions dans ma carrière d'autrice, parce que je connais bien le milieu, j'ai pas mal d'infos, et l'info c'est le pouvoir, etc. Donc, ça t'aide à compenser un peu l'inconvénient qu'il peut y avoir à être vraiment jeune dans le monde de l'édition. Oui, et clairement je vois la différence par rapport à mon premier que j'ai publié alors que je venais d'avoir 20 ans. Tout juste, et celui-là, alors on va me dire 3 ans d'écart, j'ai 23 ans, c'est pas non plus énorme, mais en vrai c'est des âges où beaucoup se passe et on change beaucoup. Ouais. Et à 20 ans j'avais pas de travail, aujourd'hui j'en ai un, je suis dans l'édition depuis 2 ans, etc. J'ai aussi pas mal grandi, j'arrive un peu plus à m'affirmer, etc. Et je sens très clairement la différence entre maintenant où je fais partie de l'édition, je sais de quoi on parle, je sais quand est-ce que je me fais arnaquer, je sais quand est-ce que je mérite quelque chose ou pas. Ça change énormément, et là où mon premier roman avait vraiment quasi uniquement été lu au prisme de ma jeunesse et le seul argument marketing qui revenait c'était regardez comme elle est jeune, je suis toujours jeune aujourd'hui, mais c'est un truc qui est quasiment absent du discours autour du livre, et tant mieux en fait, parce que déjà c'est pas remarquable, enfin c'est quelque chose qui nourrit évidemment qui je suis, etc. et ça informe aussi tout ce que j'écris bien sûr, mais ça ne me détermine pas. C'est-à-dire, je suis en train de te couper la parole. Vas-y. Non, mais c'est-à-dire, moi je pense que c'est vraiment très important de dire que tu es là pour le livre et pas en tant qu'autrice ou pas en tant que Charlie Medusa qui a pas mal d'abonnés sur Twitter. Oui, mais qui n'est pas moi et qui n'est pas. Et qui est un personnage. C'est un personnage d'internet. Et qui bien sûr a une part de vrai, je fais vraiment ces blagues, c'est moi, c'est ma vie, mais c'est un avatar. On va pas dire un avatar. Ouh, incroyable. Mais
je suis très autonome dans le rire. Mais en plus, le livre lui-même a été accepté sans que tes éditrices... Oui, en fait, mes éditrices, lorsqu'elles ont accepté le livre, ne savaient pas que j'avais un compte Twitter très suivi. Et puis même, en fait, le livre a été accepté il y a 1 an. Et il y a 1 an, j'avais 5000 abonnés. J'en ai 50 000. Donc 5000, ça reste une grosse audience sur Twitter, mais on n'est pas non plus sur un compte à 5000. On va pas se dire, je vais publier un livre juste parce qu'elle a beaucoup d'abonnés. Et en fait, c'est plus venu après. Et bien sûr que savoir que l'autoriste que tu signes a un compte Twitter actif, c'est une bonne chose, mais c'était pas du tout... C'est un petit plus, quoi. C'est un petit plus, c'était pas du tout ça qui a déterminé... Et c'est un livre qui, là, commence à avoir un gros succès. Oui, vraiment. Voilà. Parce qu'il est parti en réimpression. Oui, exactement. Alors, je sais pas s'il part en réimpression parce que déjà tout est vendu ou parce qu'on se dit que ça va être épuisé. Alors, petit point édition. Non, mais tant qu'on y est, parce que c'est vraiment des questions. C'est des questions importantes. En fait, quand on sort un livre, on va parler d'une part le tirage et d'autre part la mise en place. Ouais. Le tirage, c'est un chiffre qui en général va apparaître dans le contrat, pas toujours. Et donc c'est le nombre de livres qu'on va sortir des presses la première fois. Donc je dis n'importe quoi, 2000. Mais ces 2000 livres, ils vont pas tous être mis en place dans des librairies, parce qu'il faut du stock pour envoyer à un tel ou une telle, s'il y a un problème, si je sais pas quoi, enfin, il faut du stock. Donc, par exemple, pour 2000, on va dire qu'on a mis en place à 1500. Ok. Donc 1500 livres dans les qui sont envoyés en librairie. Et après, on va avoir ce qu'on appelle des retours libraires, donc soit pour dire c'est super, ça se vend pas, soit carrément pour renvoyer les livres. Et par exemple, si c'est le vrai retour libraire. C'est le vrai retour libraire. Je renvoie le pavé. Reprends ton truc. Et en fait, on va regarder. Donc c'est le beau retour libraire, il n'y a pas de retour. C'est vrai. Non, mais c'est super. Et en fait, par exemple, on va voir que en fait, si en 6 jours on a écoulé 800 des 1500 exemplaires, là il faut réimprimer tout de suite. Ouais. Parce que en fait, juste tu regardes la courbe et ça va. Oui, non, voilà. Mais c'est donc on en est à ce stade-là où on se dit alors, ça va manquer. J'ai dit des chiffres n'importe quoi parce que je ne veux pas connaître les chiffres parce que sinon je deviens zinzin. Donc je n'ai aucune idée de tirage, voilà, je ne sais pas. Ce que je vois juste, c'est les retours des lectoristes qui sont très très nombreux et effectivement le fait qu'il y ait une réimpression au bout de 6 jours, ce qui est très rapide. Les Étudiantes, mon premier roman, il y avait une réimpression au bout de 2 mois. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà très bien. Mais tu vois, 2 mois pour écouler une quantité suffisamment importante des stocks. Là, c'était en 6 jours, donc bon. Donc c'est bon. En tout cas, mais ça, c'est assez important sur des éléments, je pense qu'on va y revenir plus tard. Peut-être que tu veux le présenter, ce livre, parce que je pense que t'es quand même la meilleure personne pour dire qu'est-ce que se passe-t-il. Alors, tu dis ça, mais les autoristes sont en général les pires personnes pour présenter leur propre livre. Je sais, mais on va voir comment tu te débrouilles. Ouais, j'ai longtemps été incapable de faire un résumé de ce livre. Est-ce que tu veux le pitcher dans l'ascenseur, là, tu sais. Allez, mais en fait, par la force des choses, par la façon dont ça marche, la publication de livre, tu es amené à le pitcher devant plein de différentes personnes, donc à force. Ça vient. Ça se rend. Donc un monde plus seul que moi, puisque c'est le titre, c'est l'histoire d'Elsa, qui a 17 ans en 2017 et qui commence sa vie sexuelle à ce moment-là exactement, qui correspond aussi au tout début de MeToo. Donc en fait, vraiment les deux vont coïncider, c'est l'incipit du roman. Je pense qu'on va le lire. On va le lire, voilà, ça s'ouvre sur Elsa qui dit que voilà, le début de sa vie sexuelle a coïncidé avec l'explosion de MeToo. Et ça va avoir énormément, voilà, ça va forger, ça va influencer cette étape de sa vie. Elle est très sensible à tout ça, et dans le même temps, elle se sent un peu spectatrice, puisque elle, pour le moment, elle n'a jamais rien vécu de tout ça. Elle observe tous ces témoignages, et elle trouve ça positif, elle trouve ça bien, la libération de la parole, la fameuse. Et elle va également se dire, c'est super, parce que le ménage est fait, c'est rassurant de voir ça pour moi en tant que très jeune fille. Je me dis, voilà, ça y est, les porcs ont été balancés, les pervers ont été accusés, tout va bien, les noms sont sortis. En plus, maintenant, les hommes, ils vont avoir un peu peur, donc peut-être ils vont mieux se comporter, etc. Donc finalement, pour ma génération à moi, c'est tout bénef. Merci à nos grandes sœurs qui ont fait le taf. Maintenant, tout va bien pour nous. Et en fait, Elsa va découvrir absolument pas que la violence masculine sexuelle se porte très bien. Et qu'elle elle s'adapte un peu, elle change un peu de visage, vocabulaire, mais à peine. Et qu'elle n'a en rien été préparée, ni préservée, ni protégée à ce qui l'attend. Donc elle va s'engager dans une histoire qu'elle croit d'amour, mais qui ne l'est en rien, avec un garçon
avec qui elle se mêle juste parce qu'elle a envie d'être avec quelqu'un plus que parce qu'elle le trouve particulièrement unique. Très important spécial. qu'elle soit pas amoureuse, mais elle a envie d'être amoureuse, elle fait tout pour être amoureuse. Sûr, exactement. Ouais. Elle se le raconte, etc. Et puis en fait, elle a été tellement infusée d'histoires d'amour, de films romantiques, etc. que c'est très facile pour elle de se trouver un script extrêmement romantique à partir de la réalité, pourtant pas hyper folichonne qu'elle a sous les yeux. Et ce script-là va être tellement efficace qu'il va excuser et invisibiliser pendant des mois une relation d'une grande violence, mais d'une violence qui n'est pas spectaculaire, d'une violence qui n'est pas de celle qu'on voit dans les reportages, qu'on voit dans les documentaires à choc. Et qui est en fait la vraie violence de MeToo. Qui est en fait la vraie violence de MeToo, parce que en fait, évidemment, toutes les violences sont horribles, genre, voilà, c'était le moment. Mais en fait, il y a des violences qui sont sournoises, qui sont extrêmement difficiles à, ne serait-ce que déjà qu'à identifier, encore plus à nommer, encore plus à partager, et qui vont être considérées, et le plus souvent par les victimes elles-mêmes, comme inintéressantes, anodines, pas si graves, etc. Mais peut-être, moi il me semble que c'est un roman sur comment Elsa arrive à nommer ce qu'elle vit. Oui, parce qu'en fait, finalement, ce que je n'ai pas dit parce que je suis très bavarde et que je prends beaucoup de temps, c'est que c'est vrai. Le roman n'est pas juste un descriptif détaillé de toutes les violences que subit Elsa. Alors je raconte les violences, hein, on pourra en parler. On va les lire. Mais c'est aussi et surtout une plongée dans la tête d'une victime après les violences, parce que l'après-violence est peu avant, racontée. pendant, après. Avant, pendant, après. Ah, c'est vraiment... et avec plusieurs étapes de la... Avec plusieurs étapes, et c'est vraiment toute la prise de conscience, toutes les pensées qui vont traverser la tête d'une victime, et de cette victime en particulier, parce que bien sûr, Elsa n'est pas la porte-parole de toutes les victimes au monde, c'est une personne inspirée de mon expérience à moi, mais mais je trouve aussi qu'il y a quand même des choses qui sont qui permettent une typification et donc une identification à Elsa. Ah, oui, absolument. Au-delà de... en fait, ce que je dis, c'est que j'avais pas envie que ce soit un témoignage, parce que les témoignages sont hyper importants, hyper puissants, ils lancent les mouvements, etc. Mais en général, ils sont réduits à leur seule histoire, à leur seule individualité, et derrière, il se passe rien. Et j'avais vraiment envie d'essayer de comprendre, réfléchir, théoriser des trucs, créer un mouvement, créer un truc où on se retrouve, on fait corps, enfin... Ouais. Mais où on peut avoir une vraie projection, une vraie identification. Exactement, et avancer, quoi. Avancer, et que ce soit pas un énième témoignage où on se dit oh là là, ma pauvre, soutien, et puis après on continue, et voilà. Je te propose qu'on lise un peu d'Inkipit, un peu de violence, un peu la fin. Allez. Et comme ça, c'est... Voilà, alors normalement j'annonce pas le menu, mais en fait c'est vraiment des moments importants, ça va permettre de dérouler quand même des choses. Donc, bon, là je crois qu'on l'a compris, violentes. Mais avec aussi des punchlines et tout. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ouais, tu me dis si tu veux que je prenne la suite, etc. Après les dédicaces et tout, moi j'aime beaucoup les épigraphes et dédicaces. Très très bien. Alors, l'épigraphe, à la base j'avais une autre citation, Romain Gary, et oui, qui venait des racines du ciel et qui était... C'était un homme qui croyait à quelque chose de propre. Parce que j'aimais bien l'antithèse, sale, propre, tout ça. Et puis après, en fait, avec les éditrices, on s'est dit quand même, ce serait bien de mettre une meuf quand même. Garogari, quoi. Voilà. Bon, voilà, surtout que bon, il y avait de sa part aussi... c'était pas forcément la personne que j'avais envie de placer en page 1 de ce livre. Et donc, à la place, j'ai choisi une citation d'un livre de Kate Elizabeth Russell qui s'appelle My Dark Vanessa, qui a été traduit en français. Ça s'appelle Sombre Vanessa, je crois. Ok, je connais pas du tout. Et qui, par ses thématiques, par son choix de narratrice, par son propos, par ses prises de position, je trouve ressemble beaucoup à ce livre. Je suis pas en train de dire que c'est aussi... je ne fais pas de comparatif de qualité, mais voilà, c'est un livre qui a beaucoup compté, et donc notamment cette citation I need it to be a love story, I need it to be that. J'ai besoin que ce soit une histoire d'amour, j'ai besoin que ce soit ça. Qui dit beaucoup. Ensuite, la dédicace. Pour toutes celles qui ne l'ont jamais dit à personne, pour toutes celles qui ne savent pas à qui le dire, pour toutes celles que l'on n'a pas crues, pour toutes celles qui ne se croient pas elles-mêmes, pour toutes celles qui espèrent qu'on les croira un jour, je vous crois. J'ai choisi le féminin. Évidemment, il n'y a pas que des femmes victimes. Évidemment, il y a aussi des hommes victimes de violences sexuelles. Mais j'ai choisi le féminin pour des raisons, en fait, statistiques. Voilà. Et peut-être un féminin générique. Et peut-être un féminin générique. Mais voilà, je tenais à le préciser. Qui n'interdit pas, comme chez Wittig, de se projeter dans le féminin. Exactement. Ensuite, le titre de la première partie. Harvey Weinstein, ma virginité et la nuque des garçons. C'est très années 2000 ça d'ailleurs. Ouais. Enfin, 2010, pousser sur les what the cut, en 3 temps, etc.
Non, mais tu vois, si on parlait de Twitter, mais finalement, il y a du YouTube. Voilà. Et enfin, Linky Pete, tu m'arrêtes quand tu estimes pertinent. Non, je te laisse faire. La première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 17 ans et 2 mois. C'était l'automne, et Harvey Weinstein était en une du New York Times. On m'a fait le premier cunnilingus de ma vie, le jour où Twitter a inventé MeToo. J'ai découvert le hashtag juste après, en changeant de sous-vêtements. Toutes mes copines de fac avaient posté un message en leur nom. Elles parlaient de métro, de chambres et de placards où personne ne leur avait porté secours. Je les lisais comme pour les faire taire, fort et vite. Facebook était devenu, en l'espace d'1 heure, le cimetière des enfances que je ne les avais pas vus quitter. J'ai donné ma première fellation quelques heures avant d'apprendre qu'une amie d'enfance avait été harcelée par son professeur de mathématiques au collège. Le garçon avait joui et j'avais mal à la mâchoire. Il me semblait que je m'étais trompée quelque part, mais j'ignorais où. J'ai appelé Victor, mon copain, le jour où d'autres se sont mis à traiter les leurs de porc. Une amie m'a parlé de son agresseur. Je l'ai imaginé sous les traits de Victor, parce que je ne savais pas bien dessiner le visage des hommes, mais que je connaissais celui-là par cœur. Je me disais que le monde était un endroit compliqué. Je me suis présentée comme en couple à mes parents dans la foulée d'un JT dont la présentatrice avait énuméré les noms de 5 grands patrons accusés de viol. Il fallait se préparer, disait-elle, à une avalanche de procès. La nouvelle m'avait gênée, mais pas le fait de parler de mon amoureux juste après. Mes parents étaient contents pour moi. Ils n'ont posé aucune question, ni à propos de Victor, ni à propos des porcs. Nous n'étions pas souvent d'accord, mais ce jour-là, nous avons compris que ces 2 sujets étaient sales et qu'il nous faudrait à tout prix les ignorer. Pas les mots, pas envie, pas besoin. Notre méconnaissance des termes était une formidable excuse pour notre silence. Les copains, chez nous, on n'en parlait que quand ça devenait des fiancés. Les autres, les porcs, on n'en avait jamais vu en vrai, alors c'était comme s'ils n'existaient pas. Il n'y avait pas d'hommes chez nous, ni de femmes d'ailleurs. Seulement une famille qui s'était déjà tout dit. Nous ignorions la violence des corps, voulions-nous croire. Notre brutalité à nous, c'était celle des maris furieux, des mères sans mémoire, des repas froids, des enfants qu'on n'écoute pas et de ceux à qui l'on ordonne de se taire pour ne pas avoir à leur demander comment ils vont. À l'université, on m'a donné un papier à écrire sur la liberté d'importuner. J'avais 17 ans et 9 rapports sexuels à mon actif. Dans la rue, les hommes ne me remarquaient pas. Ouais. Je pense que ça fait un beau tout comme ça. Ouais. Cet Linky Pete, il est venu comment? Comme beaucoup d'Linky Pete, il a été très retravaillé. Si tu veux, je peux te faire une réponse longue qui implique toute la jeunesse du roman. Bah oui, c'est ce qu'on veut. Allez. Ce roman n'était pas à la base censé du tout en être un. Ça a commencé un soir de décembre 2020 où j'allais très mal et où je pensais à mon premier ex et où je pleurais et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais dans la mesure où j'avais pas été amoureuse de lui et j'avais pas spécialement le cœur brisé. J'ai pensé à ce que ça me ferait si je le recroisais un jour. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai écrit 20 pages d'un coup, sans la ponctuation, sans rien, au cours d'une nuit un peu intense. J'ai relu... Tumultueuse. J'ai relu, j'ai trouvé ça bien et merdique, j'ai refermé, j'ai plus pensé pendant 1 an. Enfin, j'ai essayé de plus y penser pendant 1 an. Au bout d'1 an, j'ai rouvert, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et je me suis dit, je vais mettre de l'ordre dans tout ça. C'était plus dans une démarche auto-documentaire. Il y avait un peu un truc où je voulais figer la mémoire de ce qui me restait encore dans ma tête, parce qu'il y avait déjà tout un enjeu autour des souvenirs, ce dont je redoutais qu'ils se fabriquaient, ce dont je redoutais de les perdre, etc. Donc j'ai commencé à mettre un peu d'ordre, et puis voilà, à essayer un peu de raconter ce qui m'était arrivé. J'ai fait lire ça à une amie, parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire lire ce que j'écrivais, indépendamment de toute volonté de publication ou pas. C'était pas est-ce que tu penses qu'il faudrait que je fasse publier, c'était vraiment regarde ce que j'ai écrit, c'est tout. Et elle m'a dit, pour le coup, je pense que ça pourrait parler à beaucoup de personnes, c'est pas juste ta thérapie, et je pense que si tu voulais en faire un roman, en faire une fiction, bah, ça pourrait être très chouette, parce que tu dis des choses que j'ai jamais lues nulle part. Et donc à partir de là, donc je voulais pas faire d'autobiographie, je voulais pas que ce soit moi, sinon l'héroïne s'appellerait pas Elsa. Évidemment, et il y a plein de personnes qui me disent « Ah, je pense que tu as vécu ce que tu décris. » Oui, oui, mais je tiens très fort au fait que c'est pas une autobiographie. Déjà, pour me protéger, tu vois, j'ai changé plein de trucs, les personnages n'existent pas forcément tous. Et puis t'as transformé des choses. Ça n'est plus ce que c'était. Aussi parce qu'il y a des choses
alors c'est bizarre dit comme ça, mais qui ne marche pas dans un roman. Oui, mais parce que c'est un autre moment. C'est une autre, qui est aussi notre mémoire, mais qui n'est plus mémoire, qui passe à la création. Exactement. Et donc ça, c'est un franchissement que tout le monde ne fait pas. Ouais. Même quand on... Enfin, tous les gens qui ont vécu des violences n'écrivent pas du tout, ni de roman derrière. Mais voilà. Donc là, quand on parle de jeunesse du roman, on parle aussi du moment où ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Il y a eu le moment où il fallait nommer. Ça, c'est quelque chose. Quand tu dois trouver des nouveaux prénoms. Ouais. Ça cesse de devenir toi. D'un coup, c'est plus X, c'est Victor. Et c'est un roman à la troisième personne. À la première. À la première personne. Oui, pardon. Oui. Et c'est un roman à la première personne. Donc bien sûr, il y a cette confusion du jeu. Où on va être dedans. Mais je raconte, j'écris le jeu qui est là et qui se nourrit de moi parce que le seul jeu que je connais intimement c'est le mien, mais qui en même temps n'est pas moi et à qui je fais dire des choses que je ne pense pas, que je ne pense plus, que je n'ai jamais pensé, et des choses que j'ai pensées aussi. Donc c'est très... Tu deviens une personne bizarre quand t'écris ce genre de roman, tu te mets un peu à... Oui, parce que ça aurait été un roman 100% fiction, ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. Parce que sinon on n'arriverait pas à le lire, un roman 100% fiction, il vient forcément du réel, bien sûr, à tout plein de niveaux, enfin même la science-fiction, etc. On va quand même le rappeler. On va dire qu'on est dans un roman dont on peut sentir une certaine proximité avec le réel, mais on voit bien aussi que finalement l'écart d'avec le réel, et finalement cet écart d'avec le réel, il est permanent et il est thématisé dès même Keep It. Oui, absolument, parce que c'est un roman... C'est un roman de la remémoration. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une héroïne qui raconte instantanément tout ce qu'elle est en train de vivre. C'est écrit au présent, parce que j'aime bien le présent, je trouve que comme ça tu te sens proche du truc. Mais en fait, on est perpétuellement dans la tête d'une Elsa plus âgée que l'Elsa de 2017 et de 17 ans, qui se remémore, qui compile, qui recompile, qui analyse, qui décompose, qui se demande, qui doute, qui revient, etc. etc. Donc on est sur ça, ce qui n'est pas facile à écrire, parce que du coup ça implique des décisions en termes de structure qui ont un poids, ça implique de toujours se poser la question du regard, de se poser la question de que ressentait l'Elsa du passé, l'Elsa de là et l'Elsa qui raconte par rapport à ça, tac tac tac. Mais c'est aussi, alors très personnellement, ce qui moi m'a fait énormément de bien, parce que évidemment tout ce que je racontais, compilais, etc., ça passait bien sûr par une remémoration personnelle qui m'a énormément aidée, parce que je me posais moi-même toutes ces questions de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. etc. Et on va le rappeler rapidement, Christine Delphi dans Classé dominé dit notamment qu'une des grandes caractéristiques de la domination, du fait d'être dominé, de ce côté-là, c'est aussi de douter en permanence. Est-ce que je suis en train d'être discriminée ou est-ce que c'est juste qu'on n'a pas aimé ma gueule à moi spécifiquement, individuellement? Est-ce que là je suis... Et donc c'est aussi quelque chose qui est très présent dans les violences sexuelles, qui est au carré. Donc il faut arrêter de croire que les victimes, elles sont vraiment dans une espèce de revendication bête, en fait, parce que c'est vraiment le quotidien, en fait, cette question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas. La personne qui croit le moins les victimes, c'est elle-même en général. Donc le moment où elle commence à parler, voilà, et c'est là aussi où ta dédicace qui finit par, ce qui est un mot d'époque, on y reviendra sur cette question d'époque, de nous toutes, en l'écrivant, tu vois, c'est-à-dire que Je vous crois, ça a été tellement écrit partout, j'avais peur de sonner faux. Et je me suis dit, est-ce qu'il faut que je trouve autre chose? Et non, en fait, parce que, tu vois, c'est ça. T'as pas encore lu ma conclusion? Non, pas encore. Je suis à la moitié. Tu verras. J'en suis à l'humour. C'est un bon passage. Oui. Voilà. Donc ça, c'est des choses importantes. Et puis, ça amène aussi cette complexification, donc par une stratification temporelle, que j'ai déjà commentée, par exemple, chez Ernaud, et qui donne vraiment une profondeur, et qui déplace finalement, je crois, le sujet des violences sexuelles à ce qu'on en vit, à ce qu'on en sent et à ce qu'on en fait. Et à ce qu'on en dit, peut-être. Beaucoup aussi, il y a la question du vocabulaire, du discours, ouais. On fait quelques remarques plus vraiment sur directement et d'ailleurs tout ce que tu mets dans la dédicace finalement c'est jamais dit, savent pas à qui, pas cru, donc là on s'est dit mais nier, qui ne se croit pas elle-même, donc là on sait pas si c'est dit ou pas, mais en tout cas il n'y a pas l'espèce de raccord entre la personne et la parole, et qui espère qu'on les croira un jour, finalement c'est toutes les paroles impossibles. Impossible, oui. Voilà. On n'est pas sur pour toutes celles qui ont vécu ça, là, on est vraiment sur l'étape d'après. Ouais. Et c'est là où les choses sont vraiment importantes, et en fait dans cette étape d'après, ça ramène en arrière, donc
sur 2017, sur novembre 17. Et je me souviens très bien, mais ça c'est une autre question. Enfin, pas de ce que tu as vécu, évidemment, surtout par là. En fait, on se connaissait avant de se connaître. Mais de la période MeToo, mais pour moi que j'ai vécu évidemment très différemment, parce que moi j'avais déjà vécu, pour moi il y a eu 2 grandes étapes longtemps avant, ça a été 2012 et 2011. Mais là t'étais un peu petite. J'étais petite, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et 2011, c'est là où on doit changer de camp, 2012 c'est le début du harcèlement de rue. Donc ça a été des moments très importants sur les réseaux sociaux à cette époque-là. Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment extrêmement frappant, et qui est évidemment frappant, très fort dans ton Inkipit, c'est le parallèle. Et c'est vraiment un parallèle dont on a l'impression que les choses ne se rejoignent pas. Et n'ont pas de sens entre elles, et que l'une ne dit rien de l'autre. Mais pourtant, on sent bien une espèce de tension dramatique se mettre en place. Bien sûr. Ben oui, mais il faut le dire. Oui, c'est vrai. C'est mon taf, oui, là. Bah oui, vas-y. Qui se met en place en montrant que les choses sont concomitantes, mais en restant étanches les unes aux autres. Et cette étanchéité, on a l'impression que c'est celle, non seulement de la protagoniste Elsa, qui donc parle à la première personne, mais qui en même temps semble elle-même dissociée, et dans un monde qui non seulement est plus seul qu'elle, mais qu'en plus elle ne comprend absolument pas. Voilà. Et tu vois, il y a quelque chose au niveau de cette étanchéité, d'une imperméabilité ou d'une illisibilité du monde et du personnage par rapport à elle-même qui est extrêmement fort. Tout le temps. Et qui passe par ce sentiment un peu bizarre ou cette impression de dissociation. Est-ce que là, je te balance des choses qui te donnent envie de réagir? Oui, bah bien sûr. Il y a énormément à dire et je garantis pas que ce soit pas dans tous les sens. Donc n'hésite pas à me cadrer si je pars trop loin. Oui, il y a beaucoup à dire. On est effectivement sur un personnage qui dissocie tout, qui est pas vraiment en elle-même, qui est pas vraiment dans le monde, etc. Parce que c'était aussi ma posture à moi. Je n'arrivais pas à être en moi-même tu vois, donc il fallait que je me sépare de mon moi, que je le regarde de loin, et que je me sépare du monde et que je regarde de loin. Il y a aussi la dissociation qui va souvent de pair avec la sidération, qui est souvent décrite comme réaction chez les victimes, donc c'est-à-dire l'impression de quitter son corps, l'impression de ne plus avoir de plus être en prise avec le réel, voilà. Oui, une déréalisation. Une déréalisation et puis voilà, on va dire une dissociation qui est plus genre, je sais pas, émotionnelle, d'une jeune fille qui est très mal dans son corps, très mal dans sa peau, qui ne s'aime pas, qui ne se croit pas, qui n'a pas d'estime d'elle-même, et qui du coup se maintient un peu comme si elle essayait d'être à distance de sa propre peau pour lui échapper. Et qui va avec... Alors, bon, tout à l'heure on parlait d'écriture blanche, voire un peu froide, donc il y a quelque chose d'une écriture assez factuelle, en tout cas là dans cette et qui d'ailleurs disparaît après. Oui. C'est d'habitude, moi j'aime bien les petites métaphores, tout ça. Tout ça, les énumérations, j'adore. Mais avec des phrases assez courtes, et je t'avais dit, c'est quand même, ça part à taxe madame. Oui. La paration se rappelle, c'est quand on va avoir des phrases les unes à côté des autres, avec des phénomènes de juxtaposition, des propositions, pas toujours des phrases, sans forcément de lien. Et ça, en fait, la dissociation, là, elle est aussi grammaticale, par ses structures d'ascendette. Oui, mais comme... je fais du cours de français. Parce qu'elle-même... Bravo. Elle-même refuse de faire le lien dans toutes ces choses. C'est déjà tellement énorme pour elle d'arriver à dire ce qui s'est passé que si on lui demande de commencer à essayer de dessiner une causalité, une chronologie, etc., des liens, c'est insupportable. C'est pas possible. Là, en fait, elle est dans une démarche de qu'est-ce qui s'est passé. Donc déjà, je vais dire ce que je sais. Je vais dire les faits. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. De là à dire, en fait, parce que, nanana, en fait, après ça, malgré... Non, c'est trop tôt. Et avec, vraiment, à chaque fois, d'un côté le monde, d'un côté la protagoniste, exactement comme le titre le suggère. Oui. D'emblée. C'est le monde. Il y a le monde et moi. Et pour le coup, moi, ton titre, donc, qui est un titre thématique, donne... alors que finalement, on parle plus de la protagoniste que du monde. Oui. Peut-être bien, mais parce qu'en fait... c'est l'histoire de comment on fait le lien entre les deux, comment on se rend compte qu'il n'y a pas cette dissociation, cette séparation. Bien sûr. Et que finalement l'espèce de pureté de la protagoniste va surtout du fait de cette illisibilité du monde, mais illisibilité qui est en fait générale, puisque les parents non plus ne sont pas capables de lire, mais tout le monde est paumé dans le... Victor qu'on présentera, dont on parlera lui-même, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, genre personne ne comprend ce qui se passe. Alors avec différentes conséquences, différents points de vue, différents outils de pouvoir, etc. Mais au fond du fond, oui.
Et avec cette phrase, tu vois, j'ai mis une petite vague. Notre méconnaissance des termes était une formidable excuse pour notre silence. Bon, on est presque chez Audrey Lorde là. Je vais rougir. Votre silence ne vous sauvera pas. Et quelque chose d'avoir de la mauvaise foi. Donc en incluant la protagoniste parmi nous. Voilà. Ouais. Donc on comprend qu'il y a un constat qui va être fait, une analyse qui va être faite, mais on n'y est pas encore. Non. Et là on est vraiment sur ce moment où on sent que ça va se passer et ça ne s'est pas encore passé. Mais là on commence à avoir quand même pas mal d'éléments, on voit qu'il y a un copain. Victor, le nom Victor, moi j'entends que ça rime avec Port, j'entends que c'est le prénom de Hugo. Aussi. Victor Port, oui. Il y avait la racine latine. Il y avait le fait que je suis proche de Count Victor. Ce qui joue, tu vois, j'avais pas envie de donner à ce personnage le nom d'un oncle ou d'un pote. Mais donc oui, c'est tout ça. Ok, donc c'est Victor Hugo aussi, ou là je vais trop loin. T'extrapoles, mais j'aime bien. Ah. Ouais. Bon, il en a pas l'envergure. Non, je crois pas. Il en a vraiment pas l'envergure. Vraiment pas. Mais en tout cas, on a comme ça vraiment l'impression de voir une jeune fille, une fille jeune en tout cas, évoluer dans un monde incompris, en étant elle-même incomprise de tout et d'elle-même. Oui. Voilà, ça c'est vraiment un peu le début, et avec quelque chose qui débute, et ça on s'y attend pas forcément quand on commence par MeToo, par la love story. Oui. Alors, qui explique en fait aussi tout le reste. Parce que c'est un roman, on va employer un terme qui est très discutable, de la zone grise. De la quoi? De la zone grise. Ah oui, oui. Allez, boum, je te laisse un mot s'arranger. C'est parti. Je suis extrêmement critique du terme de zone grise, qui est, on parlait d'excuses tout à l'heure, qui est vraiment... je vais faire une analogie, je sais pas trop si ça marche, on va voir, on essaye. Mais vous savez, il y a toutes ces pathologies digestives, on sait pas trop d'où ça vient, ça ruine la vie de plein de gens, on va pas bien du tout, on a mal tout le temps, on demande au médecin qu'est-ce qui se passe, et on reçoit un diagnostic du genre colopathie fonctionnelle ou syndrome du côlon irritable. En fait, ça veut dire qu'on sait pas d'où ça vient, on sait pas ce que c'est, et on sait pas comment le soigner. Mais voilà, vous avez un mot. Mais on sait que vous avez mal au ventre. Voilà, vous avez mal au ventre, vous avez le mot colopathie fonctionnelle, voilà. C'est tout ce que vous aurez, donc profitez-en bien. Et on va se servir de ce mot pour ne pas agir. C'est un peu ça avec la zone grise. Où en fait, oui, effectivement, il s'est passé quelque chose. Oui, effectivement, c'était... Enfin, non, effectivement, ce n'était pas normal. En même temps, est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment grave? On sait pas. Donc tu sais quoi, on a ce mot super, zone grise. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est un peu le compliqué de Facebook. C'est compliqué Facebook, ouais. On va te mettre là-dedans et puis c'est tout. Parce que la zone grise, ça se passe pas dans un procès. Il n'y a pas de procès pour les zones grises. Et puis on fait comme s'il n'y avait pas de boîte noire pour les zones grises. Et non. donc voilà, c'est la zone grise. Bon, c'est un peu pas cool, mais c'est pas non plus le pire. Donc tu vas... Voilà, tu as ce mot et c'est tout ce que tu auras et tu vas gérer ça. Alors qu'en fait, l'immense majorité, si ce n'est la totalité des situations qui sont couvertes par le terme de zone grise sont graves, ne sont pas normales au sens de sain, souhaitable, fonctionnel. On parle pas d'égalité ici, là, on va parler de vie et de littérature. Ah oui, parce que si on commence à parler de la loi... c'est pas notre boulot. C'est pas notre boulot. Tout ça, c'est pas ça, mais je parle un peu du recours à la justice, etc. Oui, mais voilà, c'est mentionné, mais c'est pas anecdotique. C'est anecdotique. Attends, on a déjà un film de procès, je suis encore allée le voir, laisse-moi un peu de temps. Et il me tarde d'aller voir Anatomie d'une chute. Ça a l'air très très chouette, je l'ai pas encore vu. Et on était où? Ah oui, la zone grise. Et oui, et globalement c'est quelque chose qui me met dans une colère noire, parce qu'en plus il y a zone grise, colère noire, il y a un truc en fait de minimisation, tu vois, quand on te dit oui, ce que tu as vécu relève de la zone grise. Alors on n'ose plus trop le dire frontalement aujourd'hui, mais c'est un mot qui revient quand même souvent dans les médias et qui était quand même très 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 utilisé à l'époque. Et ça fait partie de l'euphémisation qui remplace la romantisation. Exactement, et voilà. Parce que ce que vit ta protagoniste, ce n'est pas une zone grise, ça va être un moment de l'analyse. Oui. C'est d'abord la love story dont elle se perçoit. Absolument. Donc elle rencontre ce garçon qui s'appelle Victor, qui n'a pas spécialement d'intérêt. Non. Sauf qu'il est là. Il est là, il est célib. Et il vient la chercher. Il vient la chercher. Oui, il vient la chercher. Je pense que ça c'est vraiment important. Oui, il vient la chercher. Il a remarqué qu'elle existait. Ouais. C'est le fameux, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Ouais.
il est là. Il est là, et ça bouleverse Elsa, parce que ça ne lui est jamais arrivé. Et en fait, elle commençait à se dire, déjà, à mon grand âge, 17 ans, personne ne m'a jamais remarqué, c'est bon, je vais mourir vieille fille, ce qui est très grave, c'est vraiment très très grave, et je ne suis pas normale, je suis cassée, etc. Et donc, lorsque Victor la remarque, c'est non seulement merveilleux, mais c'est vraiment un miracle, quoi. C'est le truc qu'elle attend depuis si longtemps. C'est une deuxième naissance. C'est une deuxième naissance, parce que c'est une naissance en tant que femme. Mais qui est très important. Pour être femme, c'est bien connu. Hein. Prenez vos carnets. Pour être une femme, il faut être remarquée par un homme. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas moi qui fais les règles. Mais c'est ça le male gaze. Mais je sais. Non, c'est-à-dire non, que mais les lesbiennes ne sont pas des femmes. Tu peux. C'est vraiment que l'objectification. Être femme en féminisme matérialiste, c'est être victime du patriarcat. Donc pas forcément de violence sexuelle, mais ça va souvent avec, mais du patriarcat, donc ça peut être l'exploitation économique, il y en a plein, hein, on a plein d'étapes. C'est souvent aussi sexuel, mais c'est un peu une option, avec différents degrés. Mais au niveau, alors on va dire un peu plus symbolique, mais en fait ça s'accompagne. Il y a cette question de l'objectification, mais en fait qui est celle de la rue, et là voilà, c'est marqué, le personnage ne connaît pas le harcèlement de rue. Donc voit tout ce qui est de l'ordre de l'objectification, qui va amener à des violences sexuelles plus ou moins graves autour d'elle, mais elle-même n'en est pas victime, ou ne s'en rend pas compte. Non, elle s'en rend pas compte. Ne le voit pas. Et avec ce truc de, c'est finalement des marques d'intérêt. Oui, elle l'attend. Elle l'attend sans se le formuler en ces termes, évidemment. Elle se dit pas j'ai trop hâte d'être réifiée par un homme. Non, mais parce que ça c'est déjà une étape de féminisme. Elle a pas ce vocabulaire-là du tout à l'époque. C'est quelqu'un qui dit oui, les femmes et les hommes doivent être égaux, mais c'est à peu près tout, tu vois. C'est tout ce qu'elle a en termes de bagage féministe à ce moment-là. Et donc oui, l'attention masculine. Un poison te va découvrir l'attrait. Et donc elle se met en couple avec Victor. Par une espèce de concours de circonstances plus que par une volonté propre des deux parties. C'est il est célib, elle est célib, il a jamais couché avec personne, elle a jamais couché avec personne, ça les démange. Ils ont envie d'essayer. Ils se trouvent potables l'un et l'autre. Du côté d'Elsa, il y a tout de suite toute une machine à romantisme qui se met en branle et qui se met à idéaliser, à repeindre et à recolorer tout ce qui se passe, à tout réinterpréter pour le rendre conforme au fantasme d'histoire d'amour merveilleuse qui est là depuis toujours. Et donc ils vont se mettre ensemble, sans que ce soit jamais acté, il n'y a pas de conversation, quels sont les termes, notre relation, etc. Non, parce qu'elle le sait par une validation extérieure en fait. Non, parce qu'un ami de Victor lui dit qu'il sait qu'elle est en couple avec lui. Parce que donc elle sait qu'il parle d'elle de cette façon-là, mais sinon c'est pas su. Non. Ce qui est un peu étonnant aussi. Ouais. Et donc ils se mettent ensemble et ils couchent ensemble. Là, il y a beaucoup à dire. Alors, ils couchent ensemble et c'est fun. Non, c'est pas très fun. Il y a plusieurs choses. C'est que le premier rapport sexuel entre Victor et Elsa est un cunnilingus. Donc du sexe oral, donc pas du vrai sexe pénétratif. Dans ce modèle-là. Non, mais je suis au second degré. Oui, mais j'ai cru que c'est tout le monde. Très bien. C'est très. Il y a cette conception que le vrai sexe c'est uniquement l'homme et la femme, c'est pénétratif, etc. Et donc Elsa elle-même ne compte pas ce rapport sexuel comme sa première fois. C'est un truc. C'est passé du sexe. Il s'est passé. Qui n'est pas le sexe. Un préliminaire, ouais. Un truc sexuel, mais pas du sexe, parce que le sexe c'est vraiment dans sa tête, la pénétration. Donc il y a ça, qui est pas du tout. Enfin, qui est désiré, mais en même temps elle savait pas trop que ça se faisait. Enfin. C'est pas tant désiré qu'accepté, je dirais, de son côté. C'est pas désagréable, mais c'est pas non plus agréable, c'est là. Et ensuite, il y a du coup le deuxième rapport sexuel qui va connaître des ratés aussi, parce que la première fois, Victor ne bande pas. Et donc, évidemment, c'est la fin du rapport sexuel, parce qu'on n'imagine pas autre chose. On n'imagine pas autre chose. La deuxième fois, il ne bande pas non plus, et la troisième fois, il bande. Et là, en fait, il va la pénétrer sans préservatif. Et elle s'en rend compte tout de suite. Parce que, en fait, on l'a tellement matraqué de préservatif tout le temps que, voilà. Et en même temps, elle se dit, lui aussi, il doit le savoir qu'on a un préservatif, donc il l'a oublié peut-être, mais non, en vrai, ta première fois, tu penses au préservatif, c'est le truc que t'as en tête. Donc peut-être que si ça se trouve, et là elle part dans 12 000 hypothèses, mais en fait peut-être qu'il n'y en a pas tant besoin que ça, peut-être que lui, c'est un truc que je sais pas, peut-être qu'il va le mettre après, peut-être que...
aller trouver 1000 excuses. À ce moment-là, elle ne sait pas que lui, c'est aussi sa première relation. Elle ne sait pas, exactement. Elle ne sait pas que c'est la première fois. Parce qu'ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas discuté, tu vois, ils se connaissent pas. Elle ne sait pas, donc elle imagine que lui, c'est pas sa première fois, tu vois. Donc elle se dit, il a plus d'expérience que moi, sûrement, il est plus âgé. Il sait. Elle s'en remet complètement à lui. Elle s'en remet complètement à lui, elle se livre pleinement, et puis elle ne se croit pas assez, elle ne se fait pas assez confiance pour se dire, en fait, si j'ai raison de considérer que cette absence de capote est problématique, et elle voit la capote. Et la capote est là, la capote est là, elle est vraiment à portée de main, mais... Donc ça, c'est déjà des moments quand même très importants, parce que finalement, ça évacue complètement l'idée que le consentement, ça serait quelque chose un peu contractuel. Oui. Parce qu'en fait, il y a plein de moments où juste on parle pas. On parle pas, c'est... Oui. Et c'est déjà un problème, en fait, c'est-à-dire que on peut pas dire qu'elle ait dit non puisqu'elle a rien dit. Oui. En gros. Enfin, je résume de façon violente, mais c'est ça. Et donc là, finalement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut dire de ça et des rapports qui vont suivre? Je te rends la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Il y a une... Non, mais... Il y a une... Bon, alors, il y a tout un épisode qui va être en apparence très anodin, mais en fait très traumatique pour elle, qui va suivre dans cette première fois. Mais on peut peut-être parler de cet épisode, le lire ou quelque chose comme ça. Le lire, c'est peut-être dur. C'est peut-être dur, ouais, je pense. Ou d'autres épisodes qui parlent de la récurrence aussi de... Bah en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une routine du sexe qui va se mettre en place, sauf qu'en fait cette routine n'a jamais été discutée, elle n'a jamais été délimitée, elle n'a jamais été en fait désirée et encore moins consentie. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de conversation autour de ça, c'est juste, quand ils se voient, il y a du sexe. Systématiquement, qui n'est jamais agréable, qui est quasi toujours douloureux, mais en fait voilà, qui n'est jamais questionné, qui n'est jamais discuté, qui est à peine commenté, mais qui est commenté plutôt en termes de performance qu'en termes de bienfaits, de désirabilité, enfin voilà. Et qui va être considéré tout de suite comme normal par Elsa. C'est-à-dire que c'est même pas une question de est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce que je veux ou je veux pas, c'est juste c'est comme ça en fait. Je suis en couple avec un mec, on a couché ensemble une fois, maintenant bon voilà, on couche ensemble tout le temps, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que tu veux qu'on lise cette routine? On peut. Est-ce que tu te souviens de la page? Parce que là je suis retombée sur l'épisode, je pense, que tu mentionnais. Je pense que là... Ouais, c'est exactement ça, super. C'est ça que je cherche. Je connais mon livre, je pense. Non, j'ai vraiment eu de la chance pour le coup. Nuit après nuit, chacun de nos rapports est une mauvaise surprise que je ne sens pas venir et dont je ne vois pas la fin. Plus que les performances de Victor, c'est mon absence de progrès qui me déçoit. Je n'arrive à retenir ni les positions, ni les transitions, encore moins les petites fantaisies du style jambes croisées ou double pénétration. Le constat est douloureux, mais incontournable. Je n'apprends rien, je ne suis pas douée. Bien loin de m'apaiser, le temps en passant aggrave mon retard et confirme ma probable éternelle incapacité à me laisser prendre avec talent. Je serais ravie de partager mes doutes avec d'autres, mais ne peux les exposer ni à mes médecins, question de timidité, ni à mes parents pour des raisons d'instinct de survie, ni à mes amis, dont je suis devenue la mieux renseignée et la référente officieuse en termes de sexualité. Parfois, petit alchimiste du lit révulsé de fierté à l'idée d'avoir changé son sommeil en plaisir, Victor s'octroie un coït final, un quickie, 5 minutes dans le noir parce qu'il le peut plus que parce qu'il le veut. Je ne crois même pas que ça lui fasse plaisir. Il s'agit juste d'en finir le plus tard possible, et ces quelques allers-retours supplémentaires sont la preuve qu'il peut encore tenir, et pourrait encore d'ailleurs jusqu'à bien plus tard, jusqu'à demain, jusqu'à en mourir s'il le fallait. De ces rapports-là, je ne me souviens pas, parce que je n'y suis pas. Victor n'a pas vraiment besoin de moi pour les mener à terme. Alors je disparais tout à fait, comme un peu d'avance pris sur le reste de la nuit. Alors regarde-moi la page, c'était page 101. Ouais. On va essayer de commenter un peu ça. Ouais. Là, ça c'est vraiment important. Ouais. Toi d'abord, pas facile à écrire ça, j'imagine. Non. Pas facile du tout. Bon, de façon générale, c'est un texte qui a été abreuvé de quelques-unes de mes larmes, on va pas se mentir. Puis il faut être dans un certain état pour écrire ça. De dissociation, justement. Parce que c'est un peu... Je sais pas si on peut dire trans, mais il y a de ça. Et... je sais juste même pas quoi dire, parce qu'en fait, c'est des mots qui sont posés sur des moments où dans ta tête, il n'y en a aucun. En fait, c'est des moments où, pour en revenir à moi, dans ma tête, c'était vide, quoi. C'était vide ou alors rempli de choses insignifiantes, parce que tu sais pas quoi penser, tu sais pas comment penser ce qui est en train de se passer.
Du coup, bah, moi je pensais à mes cours de droit, à mes courses, à des choses comme ça. Tu veux que je fasse une analyse de texte? Vas-y. On y va. Je te le... Non, mais enfin, je veux dire, c'est quand même dur. C'est pas forcément évident dans ce sens-là. Non, c'est un passage qui, moi, me semble absolument central dans le bouquin. Enfin, il y en a plusieurs qui sont centraux parce que, voilà, le polycentre. Mais parce qu'il est notamment ce qu'on appelle itératif. Il va décrire une habitude et c'est très difficile de décrire une habitude. Et tu l'as dit, il dit ce qui n'a pas de mots, non seulement pour intérieurement la pensée vide, mais aussi parce que ça n'a pas de désignation sociale, on va dire largement acceptée, ou que ça n'en a pas eu pendant longtemps, et qui est peut-être même pas ce qu'on appelle le viol. Non. Ce qui est l'exploitation sexuelle coutumière des femmes. Ah, ouais. Et là, on va être dans ce que le féminisme matérialiste appelle l'appropriation des femmes. Ici, il s'agit de l'appropriation privée des femmes. Et ça, c'est quelque chose... Alors bon, je suis désolée de balancer les grands mots, mais je pense que ça aide aussi à un peu comprendre ça. Ce sont des choses qui sont vraiment étudiées par exemple, Paola Tabé ou Colette Guillaumin. L'appropriation publique, c'est par exemple le fait qu'on se sente légitime pour vous faire des commentaires sur vos aisselles. Allez hop, on en refait un. Votre physique dans la rue, machin, tu devrais sourire... Ou même, de façon un peu plus générale, cette exploitation un peu continue de on va te demander un salut juste parce que t'es une femme, allez, va faire le café, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Mais l'appropriation privée, elle permet, donc dans le modèle que Dworkin décrit dans Les femmes de droite qui se distinguent entre la ferme et le bordel, elle n'est pas tout à fait ça chez les féministes matérialistes type Guillaumin. Parce que c'est une fausse sécurisation, d'ailleurs ça Dworkin le dit aussi, c'est-à-dire que l'appropriation privée, c'est le moment où une femme va être soustraite de l'appropriation publique, donc elle ne peut plus aller par exemple dans un bordel en tant qu'objet de consommation, schématiquement, parce qu'en fait elle peut toujours en sortir, mais elle est donc appropriée par le contrat de mariage qui va la sortir aussi du droit, ça je vous renvoie à l'analyse de Delphi, des contrats de mariage qui ont changé depuis, mais on n'a pas le droit par exemple de contracter un contrat de travail entre deux époux. Ça dit quand même des choses. Hein. C'est ni de témoigner, etc. Enfin, donc juridiquement, c'est très compliqué un contrat de mariage. Et à ce niveau-là. Donc ça, ce sont encore des choses qui ont bougé. Mais c'est une sortie de l'état de droit, en fait, le mariage. Donc ça, c'est pour tous les mots qui vont être légaux. Et c'est aussi une sortie du disciple. C'est le fameux, c'est là où on comprend mieux le privé politique, du point de vue féministe. C'est-à-dire, c'est pas juste, même si ça, c'est aussi là et que c'est important, de dire ce qui se passe dans le privé, c'est politique de le rendre public. Ça, c'est vraiment le moment MeToo. Et aussi les moments là, de changer de camp, etc. Mais c'est aussi que le privé est évidemment traversé par les dominations. Ce qui se passe dans le privé est régi par le politique. Et là, ce qui est vraiment montré, c'est l'objectification qui est la conséquence de l'exploitation des femmes dans l'appropriation privée, qui est le couple. Appropriation privée qui devient une espèce de cage, j'allais dire doré, mais en laiton, franchement bien écaillé, un peu cheap, un peu super cheap de la love story des 17 ans, et qui est là aussi, qui nous dit aussi des choses sur la construction de la virilité de Victor. Par exemple, ce n'est pas parce qu'il le veut, c'est parce qu'il le peut. Il le peut. Et donc, en tant qu'homme, il faut qu'il exploite une femme. Mais ça ne veut pas dire qu'il a ces termes en tête. Non, pas du tout. Ça, ce sont les termes des féministes. C'est un impensé, c'est-à-dire qu'une féministe dira voilà, il n'interroge même pas son propre consentement, etc. Mais Victor est à des lieux de penser ça. Mais parce que finalement, la question même du désir de on le fait ou on le fait pas, ou on le fait autrement, n'est pas là. N'est pas là. Elle ne se pose pas. Et ça, il faut... Je me souviens que j'avais pu dire, il y a des années, j'avais mentionné que Rousseau avait abandonné ses enfants à mes étudiants, t'imagines comme tout le monde a hurlé. Et j'avais dit, mais enfin, la pilule n'existait pas. Oh là, il y en a quand même un. Je l'aimais beaucoup. Je l'aimais vraiment beaucoup, mais très croyant. Qui m'a sorti, mais enfin, madame, je vous rappelle que l'abstinence existe. Et j'avais dit, mais je pense que Thérèse Rousseau a été choisie d'abord parce qu'il a épousé très tardivement. Et justement parce qu'elle ne savait pas dire et qu'elle n'était certainement pas en mesure d'avoir un avis quelconque. Boum, gros blanc. Et parce que là, c'est ça finalement. MeToo, c'est le moment, dans les années 70, on a conquis, relativement, une forme d'autonomie corporelle par rapport aux conséquences des coïts. MeToo, c'est le moment où on commence à poser la question de l'autonomie ou du choix des coïts. Et pas seulement des conséquences des coïts. Et c'est pour ça que la liberté d'importuner, où on enlèverait le sexe, etc. Oui, mais de quel sexe on parle quand on reparle de ça? Donc ça, c'est ça, ce que ton extrait, ce que l'extrait que tu as lu montre, c'est ça, ce que c'est au quotidien, cette exploitation sexuelle dans le cadre de l'appropriation privée. Bon, dit comme ça fait un peu cours de droit ou cours vraiment féministe matérialiste, mais je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
Et donc ça va passer par donc, cette écriture itérative, parce qu'il s'agit de montrer la répétition, le nuit après nuit. Mais montrer la répétition, ça va aller en écrivant une scène qui finalement est typique de toutes, et qui permet de les faire vivre toutes d'un coup. Ouais. Et ça, c'est aussi son intensité. Et c'est aussi pour ça que finalement, il y a est une mauvaise surprise, un article indéfini, comme mon titre, parce que c'est une mauvaise surprise qui est renouvelée, c'est pas la mauvaise surprise. Non, c'est pas la mauvaise surprise en général, c'est chaque soir une mauvaise surprise. Et c'est à chaque fois une mauvaise surprise parce que finalement, ça colle tellement pas avec le script intérieur et la façon dont on est formaté quand on est élevé en tant que fille dans cette société, que ça reste une surprise et donc une violence aussi dans cette surprise. Absolument, oui, parce que c'est pas un anti-romanesque. C'est pas 1 ou 2 mois de nuit comme ça avec Victor qui vont suffire à faire se dissiper toutes ses attentes et tous ses fantasmes et toutes ses constructions culturelles. Et c'est décevant à chaque fois, parce qu'il y a ce truc qui va heurter entre comment on élève les filles. On disait comme des oies blanches, des ignorantes, enfin vraiment, mais déjà Balzac le dit dans Physiologie du mariage, on les élève comme des oies blanches pour les faire violer à la d'une noce. Et là, c'est exactement, ça. C'est exactement ça qui est décrit, avec tout ce paradoxe que MeToo aurait dû prévenir, mais n'a pas réussi à prévenir du tout. Et avec quelque chose donc, qui est extrêmement, on a utilisé le mot dissocié, on va dire factuel, pour rester stylistique, qui est donc dans l'énumération d'oppositions sexuelles, mais qui sont elles-mêmes rendues très froides, parce qu'elles sont métonymiques, avec des morceaux de corps qui eux-mêmes donc, paraissent ainsi dissociés de la personne. Désarticulés. Et ça donne l'objectification, le sentiment d'objectification, et c'est là que peut naître le malaise, et que tu écris une scène de sexe sans érotisme. Oui. Avec ce gros challenge de, pourtant, la violence est tout le temps érotisée, donc comment décrire la violence en enlevant l'érotisation ? Ouais. Je sais pas si c'est des questions que tu t'es posées mais je pense que oui. Si, alors c'est des questions que je me suis posées, mais en des termes un peu bordéliques et instinctifs, donc je suis pas sûre de pouvoir en parler avec autant d'éloquence que toi, mais évidemment j'avais très à cœur de ne pas faire des scènes érotiques, je ne voulais certainement pas érotiser ces scènes de violence, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement délétère et qui perpétue une culture du viol, etc. Beaucoup de personnes en ont parlé mieux que moi, et de façon plus développée. Dans le même temps, je voulais pas non plus un truc... comment dire, c'est étrange d'une certaine façon, tu vois, mais je voulais pas un truc genre... ultra violent, ultra horrible, voyeuriste, avec des mots crus, des mots sales, je dis crus et sales, ils ne le sont pas en soi, mais l'interprétation, bref. Je voulais essayer d'avoir justement cette perception dissociée qui est souvent celle de la victime pendant l'acte, avec des bouts de corps, avec des sensations, avec des vides, avec des pensées dans tous les sens, d'essayer en fait de montrer, de raconter ce qui... mais comme on le vit pendant en fait, de trucs de là il se passe ça, là il fait ça, là il fait ça, là il fait ça. Et sans c'est horrible, je pense pas... Parce qu'en fait, sur le coup, t'es pas en état de penser ça. T'es déjà tellement accaparé par juste te rendre compte de ce qui se passe que t'es pas là à te dire, mon Dieu, c'est horrible, je suis en colère, ça me... Non, c'est les émotions, elles viennent après. Elles viennent après. Donc voilà, c'est ça qui est pas compris quand on parle souvent de ce que c'est le vivre. Oui. Par des gens qui l'ont pas vécu. Et même qui fait qu'on a du mal à se rendre compte que l'on peut nommer ces expériences. Parce qu'il y a toujours cette disjonction, cette dissociation. Bien sûr. Quand on me demandait, quand mes amis me demandaient, genre, par curiosité ou complicité, de raconter mes premiers rapports sexuels, je savais pas quoi dire. En fait, je savais pas dire est-ce que c'était bien, pas bien, est-ce que j'avais pris du... Est-ce qu'on avait... tout ce qui me venait à la bouche, c'était le déroulé factuel des gestes et des bouts de corps impliqués. Il a fait ça. Et puis en plus, il devient plus il a plus que j'ai. Bien sûr. Et ça, je peux pas le dire à mes copines. Tu vois, tu peux pas dire... tu peux pas dire... Alors en fait, là, mes cuisses... tu dis pas ça, tu dis juste ouais, c'était bien, ouais, parfois c'était bien. Tu éludes. Et ça permet, c'est ce silence sans excuse, mais qui est aussi de la méconnaissance des termes. Avec en plus ce truc, il y a bien une autodévalorisation, une dévalorisation constante. Donc elle passe d'abord par une autodévalorisation, on comprend qu'elle est familiale ensuite, on a l'impression que le personnage s'autodévalorise beaucoup, puis on comprend que finalement Victor a énormément autodévalorisé. Et là, on est à un stade où d'autodévalorisation,
parce que finalement, la protagoniste ne se voit pas comme une bonne amante. Ouais, c'est qu'Elsa se rêvait en déesse du sexe, en fille vraiment inventive, sensuelle, etc. Et en fait, elle se rend compte que non seulement elle a aucun instinct de ça, et en plus, Victor a pas l'air spécialement de passer des moments incroyables non plus. Et elle se sent la responsabilité morale. C'est la charge. C'est la charge, que lui vraiment tire le meilleur coup de sa vie. Et en fait, elle s'en sent incapable, elle se rend compte qu'elle est incapable, et elle se blâme pour ça, et se sent fin, quoi. Et elle. Et avec. Des et Victor n'aide pas à la. Ouais, on va reparler de la dévalorisation de Victor, je pense, hein, mais le constat est douloureux mais incontournable. Bon là, moi, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement polysémique et dur quand on dit ça, parce que cette douleur, on comprend bien qu'elle n'est pas seulement abstraite, mais qu'elle est aussi physique, mais la douleur physique, elle n'est pas forcément dite d'emblée, elle va se dire, finalement, malgré la protagoniste... Oui, parce qu'elle veut pas se l'admettre qu'elle a mal. Par les saignements. Bah oui. Elle est trahie par son propre corps, je crois que c'est dit à peu près en ces Mais elle est aussi sauvée par ce... Mais sauvée. Sur le coup, elle pense qu'elle est trahie, mais en fait, ça la sauve, et même... derrière, quand elle se dit mais est-ce que vraiment j'avais si mal que ça, meuf tu saignais en fait, tu vois, donc en fait heureusement qu'il y avait le sang pour calmer les choses, pour avoir une trace, c'est un peu le détournement du fameux sang qu'il fallait verser pendant sa nuit de noces, tu vois, qui prouve quelque chose, là c'est un sang qui prouve autre chose, quoi, c'est que qui prouve la douleur, une douleur qui est facile d'oublier. Et donc il y a des doutes, mais ces doutes ne sont pas verbalisés, ne sont pas verbalisables. Et avec finalement, là de la moquerie à l'encontre du personnage de Victor, personnage qui est extrêmement dévalorisant. Il y a un épisode sur les mains, qui est quand même assez dur. Hein. Mais qui est finalement assez emblématique de la façon dont on contrôle, ou dont le contrôle se voit sur de petites choses. Et se reconstitue a posteriori sur le souvenir des petites choses. Là, la protagoniste met les mains dans ses poches et Victor ne le supporte pas. Elle met les mains dans ses manches, en fait, elle fait comme ça. Il fait un peu chaud pour qu'on ait des manches. et Victor, effectivement, ne le supporte pas, il trouve que ça fait gamine, il trouve que ça fait immature, il trouve que ça fait précieuse. Et donc la première fois qu'il la voit mettre ses mains dans les manches de son pull, il lui fait arrête, j'aime pas les filles qui font ça fait ridicule, ça fait gamine. Elle dit ah mince, pardon, désolée, parce qu'elle avait jamais conscientisé ce geste auparavant. Victor a raison surtout, quand Victor dit quelque chose, il dit vrai, donc elle part du principe que maintenant c'est un mauvais geste et qu'il faut plus le refaire, sauf que c'est un tic, donc elle continue de le faire, et chaque fois Victor le lui fait remarquer, chaque fois Victor lui dit d'arrêter, et en fait ça en vient à des gestes physiques, c'est-à-dire qu'il lui prend les mains, il les tire du gilet, donc c'est pas une claque, hein, c'est un geste plus symbolique. C'est un geste plus symbolique, mais physique, mais c'est une violence psychologique. Et en fait ça montre qu'il la forme. Et que le moindre détail qui ne va pas... Il y a un truc limite de conditionnement pavlovien, tu vois, parce qu'en fait, elle décrit que même des années après la rupture avec Victor, encore aujourd'hui, quand elle se surprend avec ses mains recroquevillées dans son gilet, elle a un truc de honte et de douleur, et immédiatement, elle les sort du gilet, mais et elle s'attend à la réprimande. Aussi avec Victor avait raison, oui, ça fait gamine, parce qu'elle l'est. Parce qu'elle n'est pas prête au rapport qu'elle vit, en fait, d'une certaine façon. Prête déjà parce qu'elle n'est pas capable de nommer, de dire un nom, de dire etc. Alors à un moment elle dit non. En fait il y a quelque chose où on a l'impression que c'est genre juste pas top au début, et plus on avance et plus on réalise la violence et plus ça semble aller croissant. Ce qui veut pas dire que dans la vraie vie, pour autant qu'elle existe, le soleil est vraiment pas de notre côté. Il y ait une violence qui soit croissante, mais que la violence est de plus en plus ressentie. Elle est plus ressentie, c'est plus en fait accumulatif. C'est pas que la relation dégénère, en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai pensé du tout, c'est plus que l'accumulation des souvenirs, des scènes, etc. Donne l'impression de violence décuplée. Mais en tout cas, dans la façon dont je l'ai racontée et dont je me la représente, la relation entre Elsa et Victor est à peu près au même degré de violence tout le temps. C'est juste que là où au départ, quelque part, Elsa est encore assez malléable, et puis elle a encore toutes ces histoires dans sa tête et encore l'énergie de se les raconter, elle s'en rend pas compte, et puis au fur et à mesure, ça s'empile, et à la fin, elle ressent tout puissance 10 000. Oui, et parce qu'en fait, elle prend conscience de l'accumulation des petits faits.
Bien aussi. sûr. Bah oui, donc il y a quand même une conscience qui se fait. Un petit fait violent, c'est un petit fait violent, mais quand c'est le 20e fait violent, en fait, c'est plus juste un fait violent, ça fait partie du système de toutes les violences qui se cumulent depuis le début, donc il est, dans le cas d'Elsa, ressenti avec plus de violence aussi. Et avec une grande question à un moment, enfin, qui commence à se poser sur Victor est-il ou non violent, qui donc, pour le personnage, devient aussi suis-je ou non une victime. Oui, absolument. Et donc, est-ce ou non un des viols. Ouais. Oui, parce que Elsa lit la définition juridique du viol et elle se dit bah, Victor m'a jamais menacé, Victor m'a jamais immobilisé, enfin, si, mais pas comme elle se dit qu'un homme violent immobilise sciemment sa victime. Victor n'a jamais eu conscience de la violence que c'était, il a jamais désiré me faire du mal. Donc il n'y aurait pas de sadisme, il n'y aurait pas d'intentionnalité. Il n'y a pas de préméditation. Si j'ai pas été contrainte une fois, même si si j'étais une fois mais pas à chaque fois, c'est donc que je n'étais pas contrainte pour toutes les fois, parce qu'on a aussi l'idée que toutes les fois Toutes les fois, ouais. Puis d'ailleurs il y a tout un enjeu autour de une fois elle a bien aimé. Une fois elle a bien aimé et donc elle se dit mais en soi si j'ai bien aimé une fois, ça veut bien dire que j'ai tout accepté. Que j'ai tout accepté, que puisque j'étais capable de trouver ça cool une fois, bah en fait c'était pas quelqu'un de mauvais, puisque quelqu'un de mauvais c'est bien connu qu'il est tout le temps mauvais. Donc ouais, il y a tout ça qui se conjugue parce que, encore une fois, la seule image de violence sexuelle que Elsa a dans sa tête, c'est Harvey Weinstein, qui, en tout cas dans le récit quand on fait les médias, je ne connais pas cet homme, je ne prétends pas savoir tout ce qui s'est passé, mais globalement ce qui ressortait c'était que c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, qui préméditait, qui convoitait, qui s'appropriait, qui silenciait, qui menaçait, etc. et qui correspond beaucoup plus à un certain imaginaire du violeur criminel monstrueux qui se voit, qui se désigne comme tel, auquel Victor ne correspond pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et à partir de là commence le... Ben c'est là où le roman commence à vraiment se nouer sur et pourquoi s'il n'est pas coupable, pourquoi je vais si mal. Ouais. Ah ouais, parce que c'est bien connu dans un crime, il faut un coupable et une victime. Alors là, il n'y a qu'une victime. C'est quoi le... Donc est-ce qu'il y a un crime déjà ? Et oui, qu'est-ce qu'il y a un crime ? Et elle a toute cette digression sur ce qui définit un crime, c'est... est-ce que l'intention ou pas compte ? Et en fait, voilà, elle va cheminer pour se rendre compte que c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'intention de nuire qu'elle n'en a pas été violentée et abîmée. Enfin, mais parce que ce qui la sauve finalement, c'est l'innocence qu'elle suppose de Victor, innocence qu'elle voit dans son amour. Et où elle se dit, dans l'amour que Victor lui aurait porté. Oui, c'est-à-dire que autant Elsa est consciente relativement vite en fait qu'elle n'est pas amoureuse de Victor, autant elle n'arrive pas à se dire que le contraire n'est pas vrai. Parce qu'elle se dit, en fait, si Victor avait voulu utiliser quelqu'un pour le cul, il aurait pris quelqu'un de plus séduisant, de plus extraverti, de plus expérimenté que moi. En fait, s'il n'était pas amoureux du tout et qu'il voulait juste baiser, tirer son coup, etc., il aurait choisi, il avait de meilleures options que moi. Donc, il devait être amoureux de moi, donc je peux pas lui en vouloir, parce que de nous deux, c'était moi c'était moi la moins attachée, c'était moi qui prétendais, c'était moi la menteuse. Et parce qu'après la rupture, un ami de Victor lui dit que Victor est amoureux. Absolument, oui, après la Victor, oui. Et que Victor la regrette et qu'il est amoureux, et qu'il a réfléchi à revenir avec elle, et qu'en fait non. Oui. Donc elle se dit, ça sauve en fait Victor, et ça la sauve elle-même, par la même occasion, parce que si c'était de l'amour, c'est vraiment du dérapage et de la maladresse. C'est ça. Et dans le même temps, comment dire, ça lui pèse aussi parce qu'elle aurait bien aimé qu'il y ait un grand méchant qu'elle aurait pu détester, enfin c'est ce qu'elle se dit sur le coup, tu vois, elle se dit ouais j'aurais voulu qu'il m'ait choisi, qu'il ait convoité un plan, qu'il ait ourdi un plan, je cherchais le mot, j'aime bien ce mot, je suis contente de l'avoir utilisé, qu'il ait ourdi un complot contre moi, et en fait non, il est gentil, je peux même pas lui en vouloir, qui je peux détester, du coup elle se déteste elle, voilà, ça s'est fait. Parce que si c'est pas lui, c'est elle qui a été trop bête. Voilà, elle se dit ça, en plus j'étais même pas vraiment amoureuse, donc genre j'avais qu'à partir, patati patata. Et là, finalement, cet amour qu'elle a évacué en comprenant elle-même qu'elle n'était pas amoureuse, il revient sur
un film qui n'est plus le sien, mais qu'elle suppose à Victor, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il suffit de supposer qu'il y ait ce film-là de Victor pour susciter l'empathie pour Victor. Et alors cette empathie pour Victor, finalement, Victor, il pose vraiment cette question-là en permanence. On ne peut pas avoir tellement d'empathie pour Harvey Weinstein. Moi je dis Weinstein parce que j'ai fait le moins levé. Hein. Moi je sais pas trop. Mais c'était de l'empathie. Non mais c'est... Mais Victor, on a envie de se dire c'est un bon gars, tu vois, c'est vraiment les gars... comment ils s'appellent, mais les gars de l'équipe de foot, quoi. Oui, c'est les quarterbacks. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu dis, bon, alors, et encore, en plus, il a même pas cette espèce d'aura d'être le sportif ou quoi, on sent que c'est un gars un peu raté. Non, mais c'est un... Alors qu'il fait des bonnes études, de machin, etc. Oui, mais il est pas spécialement drôle, il est pas spécialement beau. Il a besoin de la dévaloriser pour se valoriser lui, il est médiocre dans tout, quoi. Il est médiocre. Il a rien il se bourre la gueule comme un trou, on est obligé de le ramener chez lui, enfin... Bon, il est vraiment médiocre, quoi. Mais oui. Donc, on a bien médiocre, compris... donc incapable, encore une fois, de prévoir un crime exceptionnel, puisque tout en lui est médiocre. C'est encore une fois ce truc. Donc, toute cette intentionnalité-là, elle tombe un peu à l'eau. Mais bon, si Victor est amoureux, il sort un peu de cette médiocrité. Ouais. En même temps, elle est consciente qu'évidemment, l'amour n'excuse pas tout, mais mais ça excuse un peu quand même. Ça excuse un peu quand même, dans sa tête à ce moment-là. Et parce qu'en plus, c'est un baume sur elle, sur narcissique. Bah c'est ça, de se dire que quelqu'un m'a aimé vraiment, c'est flatteur. Est-ce que tu veux pas qu'on mette le moment où qu'on lise le moment où justement elle se rend compte qu'il l'aimait pas? Si. J'aime bien ce moment. La toute fin? Ouais. Oui, parce qu'en fait il l'aimait pas. Alors, hop, s'il n'était pas amoureux, alors je n'ai rien gâché. Allez. Là, je fais besoin de t'arrêter, c'est la fin. Donc c'est la toute fin. Ouais, alors c'est peut-être un peu loin, tu dis. À la suite d'une conversation, Elsa apprend de source sûre qu'en fait, Victor n'avait jamais été amoureux d'elle. Tu connais vraiment bien ce roman. Ouais, à croire que je l'ai écrit, c'est fou là. S'il n'était pas amoureux, alors je n'ai rien gâché. S'il n'était pas amoureux, alors le calomnier n'était pas une insulte. S'il n'était pas amoureux, alors son je t'aime était un mensonge, qu'il n'a plus assumé par la suite, et j'étais légitime à le lui reprocher. S'il n'était pas amoureux, alors c'est qu'il m'a vraiment prise parce que je passais par là, qu'il lui fallait un corps sur lequel se faire la main, qu'il m'a utilisée, sans malveillance et en toute bonne foi, mais utilisée quoi qu'il en soit. Il savait au fond. Il savait qu'il se jouait de moi. Il savait qu'il n'avait pas le droit. Tous se sont trompés. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'intérêt. Tu veux que... Alors je pense qu'il y a un autre passage. Ouais, c'est là, voilà. C'est là. Hop, on saute des pages et on arrive à la dernière. Je suis moins mauvaise que je ne l'ai redouté. Je l'ai moqué, je l'ai accusé, mais au moins je n'ai rien inventé. C'était vrai, je n'ai rien déformé, et lui, il ne m'aimait pas. Apprendre qu'il m'a encore plus abusé que je ne le pensais est une libération. Jamais je n'aurais pu m'abandonner à en vouloir à un garçon amoureux, mais si Victor ne m'aimait pas, alors tout est permis. Pour son viol, pour sa lâcheté, pour sa duplicité, je me ferais un plaisir copieux de le mépriser, même si je ne parviens pas à le haïr. Il m'a consommé, et ce n'était qu'une moche histoire. C'est fini, je crois. Il n'était pas amoureux, et moi je n'ai pas menti. Merci. Et alors ça, c'est vraiment une conclusion importante. Ouais. Je t'en prie. C'était pas ça, la fin, à la base. C'est vrai? Non. C'était quoi? La fin, c'était la scène précédente. C'était une scène très, très, très cynique. Non, alors non. C'était... Ah, c'est une scène qui est plus là, en fait. Ok. C'est une scène qui est plus là. Une scène coupée. Une scène coupée et qui était très cynique, très... ça fait mal. Et il y avait un peu un truc d'inachevé, tu vois, aussi. Et en fait, il se trouve que dans la vraie vie, j'ai appris des choses de la vraie vie qui m'ont fait... Enfin, voilà. Et c'était vraiment un ajout inattendu et... c'est vraiment le réel qui a fait une infraction dans le roman et qui a imposé une nouvelle fin parce que c'était ma fin à moi en fait. Okay. Parce que moi quand j'ai entendu ces mots-là, la confirmation que mon Victor ne m'aimait pas, je suis sortie de là en ayant enfin l'impression d'avoir trouvé la pièce manquante du puzzle. Et voilà, en fait, tout avait été dit et j'avais tout entre mes mains pour comprendre ce qui m'était arrivé et du coup, j'en ai parlé avec la personne qui m'avait donné cette information. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que je peux refaire
une scène pour mon livre, parce que je crois qu'en fait c'est ça la conclusion à laquelle j'arrivais pas à aboutir. Et elle m'a dit, bah écoute, oui, tu changes mon nom, tu vois, tu changes de 3 trucs pour pas qu'on me reconnaisse, mais oui. Et en fait, la scène a coulé toute seule, et c'était ça en fait, parce que et je pense qu'elle sonne juste, parce que moi-même j'étais enfin juste avec moi-même. J'avais fini de parce que le procès en moi il était ininterrompu, ça n'arrêtait pas de redistribuer les torts, tirer de ci, de là, imaginer l'hypothèse de ci, de là, et là en fait, il y a plein de choses que je saurais jamais, il y a plein de choses, mais c'est pas grave parce que j'avais trouvé l'essentiel, j'avais réétabli une forme de sérénité, d'équilibre et qui passe par quelque chose qui est très triste et très cynique. Quelque chose qui est très triste, ouais. Et le constat du cynisme, ouais. De l'autre côté, mais qui permet de mettre court aux élucubrations de qu'est-ce qu'il a dans la tête, de machin, etc. Et qui arrive, je vais dire, au bassement matériel, en fait. C'était possible, c'est fait. Voilà, c'est tout. C'est décevant, mais c'est aussi beaucoup plus simple. C'est anti-complotiste. Oui, c'est anticlimactic. C'est petit. C'est petit. Elle dit c'était une moche histoire. Et quelque part, c'est un soulagement que ce soit pas un grand truc avec un énième retournement de situation, parce que ça aurait relancé encore 1000 questions et ça aurait jamais été vraiment fini. Alors que là, c'est juste. C'est l'explication la plus simple, la plus bête, la plus basique. Et la plus statistique. La plus statistique. Parce que c'est comme ça en fait. Et parce que un des grands drames, mais c'est aussi une des grandes résolutions, c'est de se rendre compte que le grand drame que l'on vit est très banal. Et de le ramener à des dimensions du banal. Et ça, c'est quelque chose qui se passe en permanence, donc sur cette question constante de l'interprétation de qui est qui, et qui, en fait, accompagne en permanence la désignation de la violence comme violence. Tu le dis dans ton livre, ça. Le grand drame, c'est que c'est banal, enfin, tu le dis. Je l'ai surligné. Je l'ai pris dans la gueule, ça a été dur. Ouais, mais ça... Voilà. Ah bah oui, parce que en fait, moi, depuis que j'arrive à parler de ça, en fait, à chaque fois, je l'ai moi aussi, tu vois, donc bon, ça me fait rire les gens qui sont en mode une femme sur 5, oui, lol, enfin bref. Non, c'est plus. Mais parce qu'il y a aussi ce moment de... jusqu'où alors il y a la question du degré dans la violence sexuelle qui va prendre en compte que la pénétration, alors que c'est quand même aussi discutable. Plein d'autres choses, oui. Et puis, comme Elsa le parle, enfin, j'arrive plus à parler, comme Elsa... Je te fatigue. Il pense à un moment, il y a toute la question de l'exceptionnalité du viol, qui a été un peu désignée comme la pire chose qu'on pouvait vivre dans une vie humaine. Et qui fait écran. Et qui doit forcément être très très mal vécu, et qui doit forcément être un énorme traumatisme, et Dieu sait qu'il peut l'être, mais pas forcément, pas toujours, pas tous, tu vis après. Et puis si le viol est à ce point, ça nous est instillé comme peur, quoi. On a peur du viol depuis toujours en tant que femme, tu vois. Ça a été construit aussi comme la pire chose, le viol. Alors, on va pas s'amuser à aller chercher pourquoi c'est le sexe qui a été désigné comme si important et le viol comme si terminant, mais... Pour le contrôle de la reproduction. Oui. Et de la filiation. Il faut pas chercher. Mais dans toi, je veux dire, toi, tu le sais avec qui t'as couché. Oui. Que tu l'aies voulu ou pas. Oui. Les hommes ne le savent pas. Ils peuvent pas le vérifier sauf si t'enferment. Oui. Je suis désolée, hein. Non, mais si. C'est très bête. Non, mais si. C'est très bête. C'est très très moderne, hein, l'ADN, pour savoir les tests en paternité et tout. Il faut se rappeler que la recherche de paternité était interdite au XIXe siècle. C'est un très grand tabou. Et si on a encore, alors on a les impayés de pension, etc., qui sont un grand sujet féministe, même si on s'en rend pas forcément compte. Mais le fait de pouvoir assigner en justice pour forcer les hommes à payer, pas avoir des liens à payer, c'est extrêmement important. Mais c'est dans les deux sens, hein, cette question de paternité, mais c'est un vrai sujet féministe. Alors là, c'est le 19e siècle qui parle, mais ça fait mal, hein. Ouais. Parce que ça montre aussi que tu es considérée comme une procréatrice et pas comme une personne. Bien sûr, un réceptacle, ouais. Et ça, c'est... Voilà, donc soit la ferme, le bordel, le machin, etc. Je vais faire juste une toute petite digression qui n'a rien à voir avec le bouquin, mais parfois, on peut, à partir du féminisme matérialiste, avoir des dérapages transphobes en considérant que puisque le système va surtout considérer les femmes, donc cis, pour la procréation, ça exclut les femmes trans qui ne seraient donc pas des femmes. En fait, c'est faux. Que non. Parce que le système, de toute façon, il n'y a pas que la ferme, il y a aussi le bordel.
Donc, faut pas s'inquiéter, tout le monde sera exploité dans ce système-là de façon abominable. Hein. Mais on trouvera une place pour tout le monde et ça n'exclut pas, en fait, le fait d'avoir ou pas un utérus. Oui. C'était ma petite digression. J'ai eu une épiphanie un jour, donc je le balance. Ah, mais non, c'est bien de le dire. Et puis, de toute façon, les hommes nous violent, même si on est stérile, tu vois, même si on n'a pas d'utérus, ils s'en fichent. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas ça que c'est. Voilà, c'est pas. Enfin voilà, il faut pas tomber dans un truc essentialiste de femmes procréatrices, parce que déjà toutes les femmes ne peuvent pas. Bref, les femmes cis ne sont pas procréatrices. Voilà. Et puis toutes les femmes ne sont pas cis, etc. Mais oui, tu fais bien. Donc c'est. Voilà, mais voilà, de toute façon, même en dehors de la pensée de la reproduction, il y a une exploitation beaucoup plus large, qui est sexuelle, qui est domestique, etc. À plein de niveaux. Alors, voilà, pas de problème, on est toutes dedans. C'est la bonne nouvelle. C'est bien les petites vidéos light du... Ah non, mais je veux dire, après, c'est quand même vraiment important comme positionnement. Et je mis vachement de temps à me le dire. Et à l'analyser en ce terme-là, je trouve que c'est assez efficace, en fait. Oui, et puis en plus, c'est des dérives qui sont hyper présentes dans tous les discours autour du viol. Enfin, tu vas... Les dérives transphobes, je veux dire. Et essentialistes, c'est très présent. Et quand on décute, a beaucoup parlé de ça, beaucoup et en termes de filiation, voilà, il y a des fils qui peuvent être tirés. Donc voilà, ça ne contredit pas. Ouais. Oui, et puis tout le monde a écrit une perspective 6 parce que c'est ce que je connais, et voilà. Mais évidemment qu'il y a mille choses à dire. Oui, mais après, tu peux pas tout dire dans un seul livre. Je pense que tu as déjà coupé pas mal de choses. Oui, on parlait alors, tout à l'heure. Comment ça se passe ça? Alors, toi, tu arrives avec un gros manuscrit. Bon, il y a eu des espèces... On va parler juste du travail éditorial sur le texte. Mais comment ça se passe? On arrive avec un gros texte quand même personnel, intime, douloureux, parce que c'est quand même un texte qui est difficile. Et puis là, quand tu sors un bouquin, tu sors pas juste un gros texte perso. Tu passes plein d'étapes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut être avec des personnes intelligentes émotionnellement, qui ont un respect de la personne. Et c'est ce que j'avais avec une merveilleuse éditrice, Marianne et Anouk. Qui, en fait, on va faire comme si c'était pas... Enfin, comment dire, c'est pas un déni de la dimension autobiographique, mais il faut quand même... on va parler de texte, tu vois, plus que... De toute façon, mais même si tu avais fait un texte qui était une autobiographie, à un moment, tu fais un texte. Tu fais un texte, tu vois, et en fait, il y a un moment où il faut qu'on soit dans une situation où on peut dire cette scène-là, elle est inutile. Ce qui, évidemment, dit comme ça, est hyper violent parce que c'est une scène qui potentiellement... Tu n'aurais pas dû la vivre. Non, tu vois, qui a été vécue, mais en fait, il faut arriver à faire la part des choses entre des choses qui sont importantes pour toi parce que vraies, et des choses qui sont... Parce que t'es pas chez le psy, là. Bah non, c'est un autre moment, tu vois. Et il y a des trucs, il y avait des scènes qui étaient limite un peu... c'était un peu moi qui réglais mes comptes, j'ajoutais des détails qui m'avaient vexée personnellement, et en fait mes éditrices m'ont dit avec beaucoup de délicatesse et de gentillesse, parce qu'on avait déjà parlé en amont, et elles savaient que moi j'étais prête à entendre plein de choses, parce que je savais que j'étais respectée et comprise. En fait, on sait que c'est important pour toi ça, mais en fait, ça foncièrement, le lecteur s'en fout. Et oui, désolé. Non, mais oui, tu vois, oui, on va en bouquin, tu vois, on va en bouquin. Et puis il y a des choses aussi qui sont répétitives, parce que la vie n'est pas forcément cohérente, et la vie n'est pas forcément bien agencée en termes d'intrigue. Parfois, t'as 3 scènes d'affilée qui racontent la même chose, et les 3 sont vraies, et les 3 ont eu un impact hyper fort sur toi, mais en fait, on n'en veut qu'une. Parce que sinon... Tu prends laquelle? C'est ça. Là, pour le coup, elle me laissait la liberté, tu vois, de choisir. Mais tu vois, parce qu'en fait, la deuxième aura un peu moins d'impact que la première, et la troisième encore moins. Donc... Et comme l'itération, là, elle est très importante, comment faire sentir quelque chose qui est très dur, mais qui est répété. C'est ça. Et c'est plein de questions comme ça. Et ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir ces éditrices-là, parce qu'elles savaient que c'était une matière vivante, tu vois. Elles savaient que c'était des souvenirs qui étaient sortis de ma tête, tu vois. C'était pas... Mais... Elles savaient aussi ce que je voulais faire, que je voulais pas faire une autobiographie, que je voulais faire un roman, et j'avais besoin de leur regard à elles, de leur regard extérieur, de personnes qui n'avaient pas vécu cette histoire dans leur chair, pour savoir faire la part des choses et pour savoir me dire ce qui était pertinent ou pas, ce qui était redondant ou pas, ce qui était maladroit ou pas, ce qui était un peu gamin ou pas. Mais on va le rappeler, écrire, c'est réécrire. Et c'est coupé, et c'est réécrire. Oui, un tiers du roman a été coupé. Un tiers du roman a été coupé. Elles ont eu un énorme bestiau de 90 000 mots, on est ressorti à 60 000, ça allait mieux, tu vois, déjà. Ça allait beaucoup mieux. Et je leur en suis très reconnaissante. Très reconnaissante. Et c'est ce qu'on disait, le travail éditorial est essentiel pour n'importe quel livre, même les très bons. En fait, il faut quand même un autre regard, il faut retravailler, revérifier, relire. Il y a encore plus parce qu'il y a des passages où j'écris des choses, tu vois, j'avais conscience de dire des trucs un peu potentiellement touchy, donc tu relis beaucoup, tu te demandes est-ce que là c'est suffisamment clair, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un quiproquo, est-ce que
est-ce que je blesse personne, enfin, et tout en gardant les ambivalences très importantes de quelqu'un qui se questionne, et donc toi finalement questionnement est résolu, mais qui aurait pu ne pas l'être. Qui aurait pu ne pas l'être, exactement. Et puis qui potentiellement peut penser des choses qui vont pas, tu vois, c'est comment arriver, enfin, de maîtriser ta narration pour qu'on comprenne en fait que ce que dit cette personne à ce moment-là, c'est pas ok. Que quand même c'est raconté par la narratrice, ça veut pas dire que l'autrice soutient ça. Tu vois, c'est plein de trucs qui en fait, c'est la magie de l'écriture, tu vois, c'est qu'avec quelques mots, quelques virgules, quelques guillemets, t'arrives à faire... à mettre une distance. À mettre une distance, à créer des sous-entendus hyper puissants et tout, donc, et ça c'est tout le travail qu'on peut faire avec des éditeurs, et avec une évolution, comment montrer, ce qui est en fait très dur à montrer, qui est l'évolution d'une pensée ou d'une analyse sur une situation, plus que l'évolution dans la situation elle-même. Exactement. C'est une intrigue qui est intellectuelle finalement, oui, c'est très épistémologique, plus que... Il y avait quelqu'un qui m'avait qu'une histoire d'amour. Quelqu'un qui m'avait dit que c'était un roman-essai. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des moments où en fait on perd un peu de vue une éventuelle intrigue et on part vraiment dans de la réflexion, de la redéfinition, etc., etc. Oui, mais parce que finalement ce sont les termes qui vont définir. Mais c'est les termes, exactement, on suit la réflexion. Enfin, j'avais dit très tôt à mes éditrices, pour moi c'est la plongée dans la tête d'une victime, dans des trucs qu'on n'entend jamais, dont on n'a pas conscience qui se passent dans sa cognition. Donc on va vraiment aller dans les on sait que alors donc, tu vois, donc dans les démonstrations qu'on se fait à soi-même, dans les conclusions auxquelles on aboutit. Donc c'est pas... Et avec les passages des erreurs en fait. C'est ça, il y avait des erreurs, voilà. Oui, et c'est pas non plus pour autant aride comme une démonstration mathématique peut-être, hein, je crois pas, mais c'est vrai que c'est intense parfois, c'est exigeant. Alors, c'est exigeant. On le voit au début, on comprend que les premières démonstrations vont être fausses, mais en fait ça met du temps à se résoudre. Et ça peut créer un inconfort qui va aussi avec la dissociation permanente, ou quasi permanente, jusqu'à la fin du personnage. Donc finalement cette dissociation elle se résout à la fin. Oui. Par une resociation. Ouais, c'est vrai. Mais et une resocialisation aussi, il y a un truc... Oui, parce que finalement, c'est comme pour l'écriture, c'est l'extérieur qui permet permet de dire quelque chose, et c'est ça le tout, le moi aussi. Qui est une réponse. Qui valide. Qui est une réponse validante, qui n'est pas en fait un mot qu'on dit tout seul, moi-je. C'est moi aussi, si on a écouté et on répond. C'est hyper fort. Enfin, et qui... Tu peux pas faire un mythe tout seul. Et qui répond autrement aux besoins de validation antérieurs, qui avaient eu les mauvaises réponses de ce couple... on va dire dysfonctionnel, etc. Et là, finalement, alors cette dissociation n'est pas forcément confortable. Non. Elle a amené un de mes amis, Flo Rivière, à questionner, mais très gentiment, sur Instagram, mais et à poser une question que je trouve vraiment importante, mais finalement, pour qui est ce roman ? Et là, je te pose cette question-là, je trouve que c'est vraiment une très belle question. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et notamment à cause de l'inconfort aussi de cette dissociation, mais plus largement. Ouais. C'est une question... c'est une question dure. C'est une question compliquée parce que, en fait, potentiellement, je vais dire des choses qui sont pas vraies. Enfin, tu vois, j'en sais rien. J'en sais rien de pour qui c'est. En tout cas, je sais pour qui je l'ai écrit. En première intention, bien sûr, aux filles de ma génération, et plus largement aux personnes de ma génération, qui ont vécu des expériences plus ou moins proches, plus ou moins au même moment, plus ou moins similaires. Et qui n'ont pas encore, à ma connaissance, été racontées dans un roman. Donc voilà, j'avais envie qu'il y ait un roman qui existe, dans lequel mes contemporains à peu près pouvaient se reconnaître, potentiellement se sentir validés, potentiellement aussi être prévenus. Voilà, il y a un truc que j'espérais qu'on me dirait, et qu'on m'a dit, et pour moi c'était un soulagement énorme et une validation énorme aussi, c'était j'aurais voulu lire ça à 17 ans. Et ça, c'est bien. Je sais pas si c'est vrai pour toutes les personnes de 17 ans, tu vois. Je sais pas si c'est forcément vrai, parfois on dit ça, mais en fait peut-être que le souhait de 17 ans n'a pas été prêt. Mais... Ou pas compris, tu vois, pas compris. Forcément que c'est compris, ça peut être ne pas compris. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette première intention qui était pour les personnes que ça concerne directement, soit parce qu'elles sont en danger, soit parce qu'elles l'ont déjà vécu, soit parce qu'elles ont des proches qui l'ont vécu. Etc. Et pour éventuellement accompagner dans ce processus et faire cette validation quand si autrui, par exemple, n'est pas là, qu'il y ait au moins cette validation. Qu'il y ait au moins ça. Ensuite, évidemment... Parce que tu dis clairement ta dédicace. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le premier public, mais évidemment, je voulais pas m'adresser qu'à ces personnes-là. Je voulais aussi potentiellement m'adresser à leurs parents. Et ça, c'était un enjeu, tu vois, d'être lu par des personnes qui avaient 10, 20, 30 ans de plus que moi, parce qu'on n'a pas forcément le même référentiel
culturelle, idéologique, politique, plein de choses, et je savais pas si ça allait être compris, je savais pas si ça allait... Et en fait, ça a été compris. Et je me souviens que quand les premiers représentants, donc c'est des gens qui travaillent pour le diffuseur, qui sont en fait des gens qui vont voir les libraires et qui vont leur dire avant la publication, regardez ce livre, prenez-le, etc. Donc c'est des gens qui lisent le livre plus tôt et avec qui on peut déjà parler un peu avant la sortie, ces premiers retours. Il y avait des représ qui étaient des pères de famille de 50 ans et qui me disaient ça m'a bouleversée, ça m'a beaucoup touchée, j'ai compris des choses, et puis qui en fait souvent finissaient par dire j'ai une fille de 15 ans, tu vois. Et d'ailleurs même une de mes éditrices a une fille qui est née en 2000, etc., et qui me disait j'ai une fille de 22 ans, tu vois. Et c'était un truc qui revenait souvent. Donc voilà, les parents, mais pas que, on va dire la génération d'avant, tous ces gens qui connaissent des personnes qui sont concernées ou qui sont elles-mêmes concernées, qui l'ont été, mais qui n'avaient pas forcément la même actualité politique et militante, le même vocabulaire, les mêmes ressources. C'est-à-dire que l'héroïne, Elsa, il lui arrive des choses très très compliquées, mais elle a moyen d'aller regarder sur mademoiselle.com comment ça se trouve une pilule du lendemain, qu'est-ce que c'est une sodomie, qu'est-ce que c'est le stealthing, donc le fait de pénétrer quelqu'un sans préservatif, alors que la personne voulait un préservatif, en bref. C'est un viol, hein, c'est ce qui est reproché à Julian Assange. C'est un viol. On en profite pour le dire. C'est un viol. C'est exactement ce qui est reproché à Julian Assange. Oui, et puis c'est ce que dit Elsa dans la première scène. Parce que là, voilà, il y a aussi cette relecture où elle finit par se rendre compte que Victor a très certainement fait exprès de ne pas mettre de préservatif, et que ce qui était vu comme un oubli, en fait, c'était le fameux dérapage, était très délibéré. Et voilà, donc il y a ces outils-là qui en même temps ne suffisent pas à protéger, on le sait. Et donc voilà, il y a quand même des différences de vécu. Et ouais, en fait, c'est-à-dire que dans l'idéal, moi je sais que mon envie d'écrire, c'est d'écrire pour tout le monde, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment écrire pour tout le monde, tu vois? Je pense pas. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est trop dur. Il y a des gens qui sont clairement trop jeunes. Ne lisez pas ce livre si vous êtes petit. Alors ça reste quand même une maison qui a une adresse à la jeunesse en mode young adulte, si je comprends pas, ou légèrement au-dessus. C'est pas une maison d'édition que je connais, moi, tu sais. Non, alors La Ville Brûle, effectivement, publie beaucoup de BD, beaucoup de jeunesse, beaucoup de young adult, et en fait peu de romans de littérature générale, on va dire. C'est des catégories qui sont très poreuses, etc. Et c'est pas public Gallimard, quoi. Non. Et c'était un enjeu aussi, mais pour le coup, je trouve que ça a très bien été dit. Enfin, on a fait beaucoup de pédagogie aussi en amont de la sortie du livre, pour préciser à qui ça s'adressait, et puis je pense que le résumé est assez explicite. Voilà. Je l'ai plus en tête d'ailleurs. Je pense que difficilement on va mettre ça entre les mains d'un très jeune ado, tu vois. De toute façon, bon. Je ne le souhaite pas. Et puis même, tu vois, en librairie, il est mis... il est pas exposé. Rangé en adulte. Il est rangé en adulte. Il est rangé en adulte. Mais les libraires ont été... Enfin, ils sont très très... Enfin, merci beaucoup les... Enfin, j'en profite. Merci beaucoup les libraires, parce que j'ai été vraiment très 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 touchée par le soutien, l'enthousiasme, les retours hyper intelligents, hyper lucides, des libraires qui ont très bien compris ce qu'ils lisaient. En fait, moi, tu vois, j'avais peur que potentiellement il y ait des quiproquos, il y ait des incompris, etc. Oui, on se dit c'est du Welbeck. Non, mais tu vois, j'avais un peu peur que quelqu'un ouvre le livre. Non, mais tu vois, second degré, j'ai pas compris. Faut que j'arrête le second degré. J'avais peur que potentiellement quelqu'un ouvre le livre, première page, tombe sur le mot fellation et dise ah ouais, d'accord. Oui, c'est la tranche de vécu. Et en fait, le livre a vraiment été hyper bien compris par les libraires, hyper soutenu. Je sais qu'ils font un super travail de recommandation, de curation, etc. Donc c'est très très chouette aussi, tu vois. Je sais que aucun libraire va le mettre au rayon adolescent parce qu'il y a une jolie couverture rouge, donc c'est La Ville Brûle. Oui. En tout cas, pas à ma connaissance, et je crois pouvoir dire que j'ai été assez exhaustive dans mes... Ouais, non, mais ça fait aussi, c'est typiquement, je crois, le genre de roman que tu vas lire quand t'es ado, post-ado, jeune adulte, et justement en transition vers une littérature générale, tu vois, qu'il y a quelque chose... À cet âge où il aime ça, en fait. Ouais. Alors au début, parce que son âge évolue, c'est vraiment un roman de formation à ce niveau-là. La quatrième débute par Je suis une fille de mon époque, et moi c'est vrai que je t'ai dit, et je pense sincèrement que c'est aussi un roman d'époque. Oui. Alors roman de génération, mais aussi roman d'époque, et tu me disais, mais j'en suis ravie. Oui, c'est-à-dire que c'est un roman qui est rempli de termes hyper contemporains, MeToo, de références à des médias, Mademoiselle Mediapart, à des personnalités. Je crois que je parle de Christine Boutin à un moment. Je crois. Je sais plus.
Oh, écoute, j'ai vite évacué ça comme à chaque fois que je parle. Mais bref, voilà, c'est très contemporain. Il y a des références actuelles. Tu vois, je cherchais absolument pas à faire un roman intemporel qui pourrait être lu de la même façon dans 50 ans, pas du tout. C'est un roman publié en 2023 à partir d'événements vécus depuis 2017 et voilà. Et j'ai l'âge que j'ai, je le dis, Elsa elle précise très souvent son âge, enfin, voilà, c'est très ancré dans le temps, c'est très ancré, parce que c'est ce que je connais, c'est ce sur quoi je me sens à l'aise de m'exprimer et d'écrire. Ce moment-là de l'histoire du féminisme, de l'histoire de la sexualité, de l'histoire politique de notre pays et du reste. Les filles de ma génération, ce que le féminisme était à l'époque où j'avais 17 ans, parce que ça change tout ça. Ça va vite. Et on puis, se rend pas compte, mais ça va très vite. Ça va très très vite. Et aussi, ce que je te disais, c'est quand tu m'as dit, quand tu m'as dit que c'était un roman d'époque, je t'ai dit j'espère qu'il vieillira très mal. J'espère qu'effectivement, en fait, quand on le lira, comme parfois on peut relire certains romans qui datent d'il y a quelques décennies, parfois plus. Même pas, hein. Et des fois, on voit des trucs qui viennent de sortir, on les trouve déjà un peu ringards. Un peu ringards, tu vois. Tu sais très bien à quoi je pense. Oui, on ne dira rien, désolé. Et voilà, donc, j'espère qu'un jour on pourra lire ce livre en disant oh là là, vraiment ça a trop mal vieilli, aujourd'hui les rapports sont tellement plus sains et apaisés au sein de la société, et l'éducation sexuelle est tellement performante. Moi j'y crois très peu, mais j'espère vraiment qu'un jour il n'y aura absolument plus aucun intérêt à lire ce livre, j'en serais ravie. Oui, parce que c'est comme un peu tout le féminisme, c'est un livre qui est tendu vers un objectif qui est quand même militant. Parce que je pense que tu te considères comme militante, comme que c'est un livre féministe. Donc nous posons les questions qui fâchent. Es-tu féministe? Le livre est-il féministe? Alors ce livre est-il féministe? Oui. Merci d'avoir assisté. Moi je crois qu'il s'agit d'un livre féministe, effectivement. Je crois bien. Et notamment pour ces questions de typification, comment Elsa peut être un emblème plus large, comment il y a plein de choses en fait qui sont effacées. Ouais. Mais qui permettent cette projection et donc éventuellement cette reconnaissance dans les analyses. Et aussi, en fait, le grand projet du féminisme, c'est la péremption. Oui, le féminisme espère sa propre péremption. Bien sûr, bien sûr. Et il faut le dire d'autant plus que je vois fleurir beaucoup d'accusations de personnes qui accusent les féministes de vouloir continuer à se victimiser, d'exagérer les chiffres, parce que soi-disant ce serait une expérience super plaisante d'être une militante. D'être une victime, c'est être une victime, c'est trop cool, on a trop hâte que ça se perpétue. Non, moi vraiment, j'espère, je n'y crois absolument pas, mais j'espère que tout ça va périmer, qu'un jour il y aura. En fait, la question se posera même plus et qu'il y aura juste plus de féministes parce que tout aura été résolu, mais bon. J'en pense que j'en pense. Mais là, tu vois ce qui est dit. En fait, ça, j'ai lu chez Stéphanie Lamy, qui, comme Marie Pelletier, est particulièrement harcelée. On lit notamment par. La tronche en biais. Voilà, donc je soutiens aussi activement que possible. J'ai signé la pétition, on va la mettre en bas. Elle a été mentionnée dans des commentaires il y a quelques temps en soutien à Stéphanie Lamy et Marie Pelletier, ce qui ne signifie absolument pas que je vais faire ma vie avec elle ou passer toutes mes vacances. Non, mais forcément t'es d'accord avec elle en tout, mais juste le harcèlement massif, c'est pas possible. Et un harcèlement qui est foncièrement misogyne et qui vient très clairement aussi de l'analyse de l'affaire Depp Heard. Stéphanie Lamy disait que justement en fait le fait que, on va dire dans le camp adverse, même s'il est dur à qualifier parce qu'il est un peu large, le fait que les outils féministes soient repris contre les féministes, c'était justement le signe de la reconnaissance de ces outils. Oui. Et que c'est donc une étape douloureuse, un vrai backlash, mais ça montre qu'il y a une vraie étape. Et donc ça veut dire ce qui était une honte est maintenant vu comme une espèce de gloire débile, mais parce qu'en fait ça a une vraie force. Et c'est ça qu'il faut peut-être retenir. Je sais pas si ça. Non, mais si, ça retombe sur les pieds, ça fait un peu mal. Ouais. Mais ça dit quelque chose aussi. C'est partie du processus. C'est une étape du processus parce que cette visibilisation, elle est scandaleuse. Oui, et puis ça se voit aussi avec l'appropriation, la récupération de certains mots qui autrefois faisaient partie d'un vocabulaire ultra militant et qui étaient de niche et pas connus du tout et qui aujourd'hui sont utilisés. Qui sont aussi du coup vidés un peu de leur potentiel révolutionnaire ou genre dérangeant, mais qui sont. Mais c'est comme ça qu'on peut aussi atteindre des masses. Voilà, c'est qu'en fait il faut le ça fasse faire partie du monde. Oui. Peut, par tous les biais possibles, et même s'il s'agit de Barbie ou d'avoir du succès en librairie, ce qui est vraiment tout le grand malheur que je te souhaite. Merci. C'est vraiment tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est aussi comme ça qu'il y a des choses qui bougent, et en touchant vraiment beaucoup de monde. Et je crois que ton livre en a vraiment la capacité, et que c'est une capacité qui est rare.
et qu'il faut vraiment souligner. Merci. Alors, par contre, je m'étouffe en disant ça, ce qui est absolument pas... Pourquoi il n'y a pas de coïncidence? C'était ce que j'avais pour souhait. Que ça soit pas lu uniquement par des personnes qui étaient d'ores et déjà d'accord avec moi. Enfin, je sais pas dans quelle mesure ça va être le cas. On va le savoir en au tout début. On peut pas le savoir au tout début, mais ouais, que ça bougera un peu. Mais et que même si d'un phénomène, par exemple de mode, j'emploie des grands mots ou des gros mots, sortirait quelque chose, même d'un peu, tu vois, mais une capacité un peu plus large à dire ceci n'est pas normal, qui permet aux femmes d'avoir, je sais pas, une intégrité un peu plus grande et un peu plus de dignité, et à d'autres gens que les femmes aussi, hein, mais bah, c'est une sacrée victoire quand même. Ouais. Et de montrer à quel point il est dur de nommer ce que Betty Friedan appelait le problème qui n'a pas de nom. Et voilà, qui commence à avoir plein de noms, mais des noms qu'on n'ose pas toujours employer. Ouais. Et à quel point ça reste difficile à nommer. Même avec MeToo, même en étant contemporaine de MeToo. Donc dans cette espèce d'acmé où on a l'impression que quelque chose s'est passé et qui en fait, bah, c'est pas encore passé à ce moment-là. Est-ce que tu veux dire d'autres choses? Ou là, j'ai un peu pété l'ambiance. Ça, c'est très féministe, on le sait bien. Peut-être parler très très rapidement de la question du mot lesbienne. On en avait parlé. Oui, parce qu'alors, tu me laisses faire une jolie transition. Parce que, bon, c'est... Oh, est-ce que c'est un texte qui est misandre? Je pense pas. Non, je pense pas. Mais c'est un texte... Il est moins que moi. C'est ça qu'il a dit. C'est un texte qui ouvre une porte de sortie. Oui. Voilà. Mais que cette porte de sortie n'est pas tout à fait... N'est pas nommée, n'est pas théorisée, voilà, n'est pas explicitée. Voilà. Et avec, en plus, quelqu'un qui, au moins, à l'oral, a un prénom qui pourrait sembler épicène, Axel. Ouais. En fait, c'est Axel E. Oui. Donc, à l'écrit, ça n'est pas épicène, ça l'est à l'oral. Mais il se passe peut-être des choses à la fin, non dites. Oui. C'est l'autre problème qui n'est donc pas un problème qui n'a pas de nom. Non, exactement. En fait, la menace lavande. Donc, j'ai écrit ce roman à partir de ce que je connais. Ce que je connais, c'est que je suis lesbienne, que ça a été un long cheminement, et que ça a été une libération, et que ça a été ma porte de sortie. Et j'ai esquissé cette porte de sortie à travers une relation qu'a Elsa à la toute fin du roman, avec donc cette fille, Axel, qui n'est pas nommée, il n'y a pas de caractérisation, on ne sait pas trop ce qui leur arrive après, mais... Elle est militante nous toutes, elle est militante et elle sert quand même aussi à dire... Il y a des discussions... Il y a une attente de bonne victime qui se rectifie. Et puis c'est une relation qui saine, c'est une relation où ça communique, c'est une relation qui fait du bien, il y a du désir, il y a du sexe... Enfin, j'ai mis donc une scène de sexe lesbien parce que je voulais au moins une belle scène de sexe, et... pour montrer que on n'est pas condamné à souffrir après toute notre vie non plus. Pour autant, alors ça a été un grand débat intérieur avec moi-même, et j'ai fini par décider de ne pas faire de coming out explicite définitif, même si aucun n'est définitif, en bref, voilà. À Elsa, je voulais pas lui faire dire je renonce aux hommes, je suis lesbienne, ou je suis bi, enfin... Parce que j'avais peur que ça soit utilisé contre le livre, ou alors contre les lesbiennes, parce que Dieu sait que ça se produit souvent. Je voulais pas qu'on puisse dire « Ah, donc en fait elle a pas aimé le sexe avec Victor parce qu'elle était lesbienne », ou alors « Ah, elle est lesbienne parce qu'en fait les hommes ont traumatisé », qui sont en fait des choses... C'est la lesbophobie. C'est la lesbophobie pure et simple à laquelle je suis confrontée chaque jour de ma vie. Et en soi que j'aurais pu aborder et expliquer et déconstruire, mais en fait ça aurait demandé beaucoup d'espace. Et de place, et il me semblait que c'était pas dans ce livre-là que je voulais le faire. Je le ferai, crois-moi, c'est en cours, je le ferai, mais pas dans ce livre-là, d'autant plus que je voulais que ce soit un livre qui donc parle aux filles de ma génération, et surtout aux premières concernées, c'est-à-dire les filles qui relationnent avec des hommes, donc les filles bi et les filles hétéros. Et j'avais peur que si je plaçais... Peut-être que c'est une peur infondée, hein, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai raisonné, que si je plaçais le mot lesbienne, si je disais voilà Elsa est lesbienne, que les filles hétéros se disent ok mais moi du coup ça me concerne plus, c'est pas... Donc en fait tout du long ce livre il s'adressait pas à moi, c'est pas... ils m'aident pas... C'est une porte de sortie mais c'est une parmi d'autres. C'est une parmi d'autres et on le sent, voilà, c'est ce que je voulais... Parce que c'est pas une porte de sortie, c'est une porte d'entrée vers autre chose. Autre chose, c'est ça. Oui, en fait ça n'a rien à voir, enfin c'est pas... En fait, le lesbianisme n'est pas une réaction, il peut l'être, hein, mais il n'est pas une réaction aux relations hétéro, il peut l'être encore une fois,
Et puis c'est pas du lesbianisme politique là, c'est non, du absolument pas. C'est juste, elle désire cette fille et ça n'a rien à voir avec ses relations passées avec les hommes. Et en fait, moi comme lesbienne, je ne vis pas ma vie de lesbienne comme un après l'hétérosexualité. Parfois oui, quand je mets certains événements en lien, mais en fait ma vie de lesbienne, c'est ma vie de lesbienne avant tout qui existe pleine et entière par elle-même, pour elle-même, depuis elle-même. Et donc voilà, je voulais pas faire du lesbianisme une conséquence ou une prise de position ou une réaction. C'est un sujet qui est beaucoup trop important pour moi pour ça. Et bien sûr, c'était pas facile parce que je connais l'importance des mots, surtout du mot lesbienne, qui souffre d'une dévalorisation, d'une invisibilisation et d'une fétichisation absolument sordide. Et c'est important en fait d'écrire le mot lesbienne, tout comme c'est important d'écrire les mots qui définissent plein d'autres identités marginalisées, violentées, etc. Mais je l'ai pas fait à dessein pour éviter tout ce que je viens de te décrire. Et d'ailleurs, en fait, il y a quelques personnes qui m'ont dit oui, du coup, est-ce que c'est un livre LGBT? Est-ce que je peux l'inclure dans ma liste de livres queer de la rentrée et tout? Et j'étais un peu mal à l'aise face à cette question parce que oui et non, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions LGBT, tu vois, genre oui, concrètement, une histoire d'amour entre deux filles, mais en même temps, je dirais pas que c'est un livre LGBT parce qu'en fait, c'est vraiment un livre sur l'hétérosexualité, quoi. Je veux dire, on est en plein dedans. Et qui, à dessein, ne dit rien de politique sur les sexualités LGBT. C'est-à-dire que c'est presque un peu comme dans un monde idéal où il n'y aurait pas d'homophobie. Enfin, il y a les réactions un petit peu « Ah, c'est une fille des amis, mais c'est à peu près tout, tu vois. Il y a pas, on n'évoque pas la lesbophobie, on n'évoque pas tout ça. Enfin, rapidement, Elsa évoque, oui, elle flippe par rapport à sa famille, etc. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc je dirais pas que c'est un livre queer, ni un livre LGBT. Il y a des accents, des influences, des portes ouvertes vers. Mais ça colore clairement la conclusion à laquelle je parviens, mais c'est une conclusion parmi tant d'autres. Ce sera pas forcément peut-être le cas d'autres livres que je pourrais écrire, tu vois. Ah bah on attend la suite, hein. Voilà. Prochain livre, comment devenir lesbienne. Non mais voilà, enfin... Il paraît qu'il y a 10 étapes. Oui, mais oui, d'après un très bon livre qu'on vous recommande. Édition en atteinte. Édition en atteinte, je crois. C'est probablement en atteinte, oui. En tout cas, c'est la même... je crois que c'est la même attachée de presse, Sally Françoise. Si tu regardes. Quelle divergence. Mais voilà, et puis d'ailleurs, j'ai eu des échanges amusants avec des mecs qui disaient ah, est-ce que je peux offrir ça à ma copine ou alors elle va devenir lesbienne. Et en fait, justement, je dis mais non, mais vraiment, vas-y, fais-le, tu vois. Et il l'a lu, il l'a offert à sa copine et genre tout va bien, tu vois. Enfin, mais je pense que c'est pas un livre qui va détruire les... Et je pense que c'est typiquement, en fait, que ça, c'est très représentatif de l'histoire de la littérature lesbienne, où on a une littérature lesbienne aujourd'hui qui est vraiment affichée, mais qui a été longtemps codée. Oui. Et donc, où en fait, finalement, c'est globalement quand t'es lesbienne que tu la comprends. Et pas... oui. Et être lesbienne, lui aussi, il est compliqué parce que c'est... Bon, c'est finalement aussi un peu comme être victime de viol, il faut quand même beaucoup de temps pour arriver à se dire lesbienne. Oui. Et puis Dieu sait que c'est pas parce que t'es en couple avec une fille que t'as relationné avec beaucoup de filles, enfin... C'est pas forcément lié aux pratiques. C'est pas forcément lié aux pratiques, c'est pas forcément... C'est pas pour autant que tu vas te penser, te dire, tu es juste lesbienne. C'est beaucoup de choses, et que tu vas lire lesbien, parce qu'il y a aussi une lecture en lesbienne oui, et puis qui va décoder les intrigues. Il y a une façon d'être dans le monde, il y a une identité de genre qui va avec, il y a des rapports de pouvoir, il y a plein de choses. Et puis surtout, c'est pas définitif. Hein. Moi, pour parler personnellement, j'ai eu des allers-retours. Hein. J'ai eu des moments où j'étais en mode, ok, ça y est, je suis sûre de moi, je suis lesbienne, et puis en fait, ah non, oui, et c'est terrible parce que tu te sens pas légitime, etc. Enfin, j'en parlerai dans un autre livre. Le lesbianisme, c'est encore autre chose, mais du coup, voilà, tu vois. Tu reviendras. J'y reviendrai. Et puis tu reviendras ici. Voilà, je voir la caméra. Exactement. Mais voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là que, sciemment, j'ai pas inclus le lesbianisme en tant que tel dans les... Mais je pense que ça... D'une certaine manière, voilà, sur les garçons qui auraient peur de l'offrir à leur copine, si elle devient lesbienne, c'est qu'elle est déjà. Oui, non mais c'est ça, c'est pour dire ça. Franchement... Oui, en fait, c'est ce que j'avais répondu à Marion, à ce garçon-là. Je lui ai dit, en fait, si elle te quitte après avoir lu ce livre, c'est que de toute façon, il y a des problèmes, tu vois. Donc, t'inquiète pas. Je pense qu'au contraire, elle sera contente. Être lesbienne n'est pas un problème. Être lesbienne n'est pas un problème, également. Non, et puis au contraire, je pense que ta copine sera contente que tu lui offres un livre comme ça, que potentiellement tu te sois intéressée à ça, que tu l'aies feuilleté, que tu vas le lire avant, après elle. Ça vaut quand même le coup de réfléchir aux violences sexuelles quand on est un homme. On est un petit peu concernés, hein. Il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par les violences sexuelles. On aimerait bien l'être un peu moins et que vous le soyez un peu plus. Ouais.
Globalement. On en reste là. Ouais, je crois. Eh bien, merci beaucoup. C'est super. Et merci beaucoup à toi. C'était vraiment chouette de pouvoir en parler avec toi. Génial. Et je vous dis à bientôt.